Et on avait des discussions super longues sur le fait que déjà de un, les photos qu'on va trouver, ce seront des photos sans doute de Noirs américains, mais qui avaient une vraie pudeur et un vrai tabou sur le fait de représenter de manière intime des corps antillais. Et je me suis positionnée dessus en me disant, mais c'est un contenu que je veux voir, donc c'est un contenu que je vais créer. Et c'est pour ça que j'ai voulu aussi me démarquer à l'époque, peut-être un peu moins maintenant, mais à l'époque, sur Instagram, on ne voyait que ça. Des photos de corps de femmes, certes, prises en photo par des photographes hommes, mais sexualisées. Et bon, c'est bon quoi. Enfin, je suis désolée, mais il y avait très rarement des photographes qui se positionnaient sur un autre discours. Et je me suis dit, bon, oui, je veux que le corps noir soit représenté, mais pas comme ça. Pas comme ça. Et inversement, du coup, j'avais une série, et donc c'est aussi dans le cadre d'une collaboration avec la Chippy, d'hommes. Et je me suis dit, par contre, inversement, je vois beaucoup de femmes sexualisées et pas d'hommes. Et moi, j'ai bien envie d'avoir ce contenu-là. Pourquoi je ne dois m'enjailler que sur des corps de femmes? Non, je veux bien voir des hommes, et pas des hommes, et pas des Américains. Et Bienvenue, je suis Nicolas Galita et tu écoutes le Syndrome de la Page Noire, le podcast où je vais à la rencontre de personnes qui font de l'art, qu'elles se définissent d'ailleurs, ou non, comme artistes. On discute de manière libre autour des enjeux de la création artistique, comment trouver l'inspiration, comment garder la motivation, et puis comment gagner de l'argent quand on est artiste, puis plein d'autres sujets. Cette semaine, je suis avec Anaïs Colors. C'est encore une interview à distance, malheureusement, mais je suis très content, car même si ça veut dire que le son est moins bon, etc., ça me permet de rendre possible cette interview. Puisqu'en fait, j'ai pensé à Anaïs dès que j'ai eu l'idée du podcast. Le problème, c'est qu'elle habite en Guadeloupe, donc je m'étais résigné à l'idée de ne pas la voir. J'ai donc profité de ce contexte pour inviter Anaïs, on a parlé de plein de choses, j'ai hésité à raccourcir le tout au montage, mais j'arrive pas à choisir quoi enlever, je trouve que tout est cool. Le seul conseil que je peux te donner, c'est que si tu aimes quand la discussion est vraiment portée sur l'artistique, tu peux sauter les 20 premières minutes, puisqu'on parle davantage de son rapport à l'enseignement. Anaïs est danseuse et photographe. On a énormément parlé du rapport au cumul, car elle est aussi enseignante. On s'est demandé comment concilier tout ça. On a également évoqué la question du corps noir, et plus précisément celle du corps antillais. Je te laisse t'installer confortablement pour découvrir tout ça. Pense à ajuster la vitesse de lecture. Par exemple, moi j'écoute tous mes podcasts en x2. D'ici là, pense à t'abonner si ce n'est pas fait. Et je te souhaite une très très belle écoute. Bienvenue à tout le monde, je suis aujourd'hui avec Anaïs Colors. Bonjour Anaïs. bonjour. Anaïs, généralement je commence par comment j'ai rencontré l'invité. Nous on s'est croisés en prépa. T'étais à une année de plus que moi, où tu faisais on faisait maths sup, parce qu'il s'appelait bien avant nous maths sup, maths spé. Je redis maths sup parce que t'es devenu prof de maths. Oui, exactement. Comment t'es devenu prof de maths? Parce que souvent les gens finissent ingénieurs dans ces. Alors, en fait, on va dire que dès le collège, en fait, je voulais devenir professeur, enfin enseignante. D'accord. Oui, c'est quelque chose que j'ai toujours voulu transmettre, etc. Et je savais juste pas dans quelle discipline. Du coup, vraiment sans aucun scrupule, j'ai fait par élimination. Au départ, comme j'aimais bien, enfin, comme on sait chacun, c'est au fur et à mesure des enseignants que tu croises qui t'inspirent plus ou moins. Ah oui, il faut savoir aussi que, bien évidemment, jusqu'à la classe de 4e, j'étais nulle en mathématiques. Sérieux? Parce que sinon, c'est pas drôle. Et en fait, au départ, ouais, en fait, ça m'intéressait pas. Enfin, il y avait vraiment un truc avec les mathématiques. Et puis, à cette époque-là, je m'étais dit, bon, professeur de français, pourquoi pas et tout.
Après, je me suis dit, mais non, il y a trop de textes à apprendre, il y a trop d'œuvres à connaître. Mais non. Alors, après, en troisième, j'ai vraiment senti le profil scientifique et j'ai eu effectivement une enseignante qui valorisait énormément les élèves, qui valorisait les apprentissages. Et j'ai dit, OK, ça va être les sciences. Mais je savais toujours pas quelle discipline. Arrivé en seconde, élimination encore, je me suis dit, ouais, SVT, il y a trop de trucs à écrire et tout. J'adore les sciences de la vie et de la terre. J'adore la biologie. Mais non, mais il y a trop de trucs à écrire, il y a trop de trucs à apprendre. Mais non. Du coup, je me suis dit, OK, c'est entre physique, chimie, mathématiques. Et je crois que physique, chimie, la partie physique me passionnait moins. La chimie, j'adore. Et j'adore. À l'époque du lycée, en tout cas, j'aimais bien. Et en fait, entre la première et la terminale, j'ai dit, OK, je serai professeur de mathématiques. Et c'est l'enseignant qui d'ailleurs, il était un enseignant de prépa, qui en orientation m'a dit, écoute, tu veux être prof de maths, tu as le niveau pour aller en prépa, vas-y. Dans le meilleur des cas, tu changes d'avis, tu es déjà dans une voie professionnelle qui te permettra de viser les écoles d'ingénieurs. Dans le pire des cas, ce sera toujours une bonne préparation pour la suite en tant qu'enseignante. J'ai cherché, j'ai vraiment regardé les formations en école d'ingé, tout ce qui était bio et tout, toujours dans le même domaine. Ça me parlait pas. Et disons-le, mes années de prépa étaient mes meilleures années en termes de rencontres, etc. Mais ça a été mes pires années en termes de confiance en soi. Ouais, à ce point-là? Ouais, ça a été dur. La prépa, ça te détruit en fait. Si tu ne rentres pas dans le cadre, c'est là que j'ai vu en fait que mon fonctionnement, la manière dont j'apprenais et dont j'assimilais des notions avec le recul ne correspondait pas à ce que la prépa demande. Et je vais même faire une extension. Après la prépa, j'ai fait une année de fac ensuite à Paris, mais je me suis retrouvée avec tous ceux qui avaient raté École nationale supérieure, Polytechnique et tout, et qui se retrouvaient à la fac. Donc, en fait, j'ai eu une 4e année de prépa alors que j'étais en fac. Donc, on va dire ces 4 années-là, en termes d'estime de soi par rapport, en tout cas, à cette discipline-là, ça a été très, 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 très dur. Mais j'ai pas bifurqué, en fait. Je me suis dit, c'est prof de maths que tu veux faire, tu ne te vois pas faire autre chose. Et par contre, la fameuse année à la fac, je me suis dit, OK, non, le niveau master, on va laisser tomber parce que ça a été dur, ça correspondait à ma première année en France, etc. Ça faisait beaucoup de choses. J'ai dit non, je veux travailler tout de suite. Et j'ai bifurqué, j'ai passé mon concours, je l'ai eu et j'ai commencé à travailler tout de suite. Donc voilà le cursus de moi, enseignante de mathématiques. Et au final, là, ça fait 10 ans que j'enseigne. Et je vois en fait que oui, je ne me vois pas faire autre chose, que j'aime ce contact, j'aime le fait de me remettre tout le temps en question, parce que là en ce moment, ça fait 1 an et demi, 2 ans bientôt où on est dans des conditions dans lesquelles, on ne nous a pas préparé à ça, et tu dois te remettre en question tout le temps, tu dois revoir ta manière de fonctionner, tu dois aussi faire beaucoup d'humain. Et tu n'as pas été formé pour ça, donc c'est à toi de te former, c'est à toi de chercher, c'est à toi d'écouter aussi. Et je crois que, je kiffe en fait, je kiffe. Et parfois c'est dur. Alors je suis pas dans un établissement difficile, donc ça c'est cool entre guillemets. Donc du coup j'ai cette marge en fait de me renouveler sur des points peut-être sur lesquels on n'a pas le temps de réfléchir, puisque la notion en général elle se transmet facilement, et là on va plus être sur l'humain, alors qu'avant mes débuts j'étais vraiment dans des établissements très difficiles, et là tout de suite c'était remanier ta discipline pour qu'elle soit intéressante pour des publics difficiles ou des élèves qui n'en ont rien à faire de toi en fait, ils ont leurs soucis chez eux. Ils savent juste que ils peuvent pas faire autrement qu'aller à l'école. Donc, qu'est-ce que tu leur racontes? Et en plus, des mathématiques. Donc, vraiment le truc pas évident. Tu disais que tu étais en décalage en termes de manière d'apprentissage en prépa. Est-ce que maintenant que tu es passé de l'autre côté de la barrière, tu saurais dire en quoi tu étais en décalage et qu'est-ce qui a fait que ça n'a pas accroché avec toi? Alors, déjà, j'aime pas la compétition. Et en fait, c'est drôle parce que j'ai été en prépa justement parce qu'à la fin de ma terminale, je me disais,
je sens que si je vais à la fac, je vais être livrée à moi-même et je ne me sens pas encore assez autonome en termes d'apprentissage. Donc, j'ai aimé dans la prépa le fait qu'il y ait toujours ce cadre du lycée. Tu as des devoirs à rendre, tu as des évaluations régulièrement. Donc, tu as cette pression. J'ai aimé, on va dire, une partie de cette pression qui t'impose, en fait, régulièrement des choses à rendre et tout. Ça m'allait. Maintenant, l'autre partie, c'est que le côté où tu avais des enseignants qui clairement te disent mais tu es nul, tu ne vaux rien. Et je suis très sensible en fait aux énergies. Maintenant avec le recul, je sais que je suis sensible aux énergies. Donc je vais être sensible à l'énergie que tu me renvoies parce que tu considères que par rapport à la discipline, je ne vaux rien. Et je n'avais pas suffisamment de force puisque je suis encore même pas une jeune adulte pour me dire, pour avoir ce détachement et se dire ben je n'en ai rien à faire de ce que cet adulte me dit, je fais du mieux que je peux, etc. Donc tu es en prépa et tu reçois ça, on t'a pas préparé. Je considère qu'en plus la compétition elle est pas directe parce que quand je compare avec ce que par exemple des amis sur Paris ont vécu, je crois que dès le lycée, il y a déjà cette compétition ou dans les gros lycées en Guadeloupe. Moi, j'ai pas connu ça. Au lycée, on est là tranquillement, tout le monde fait sa petite vie, tu aides ton camarade. Donc là, on arrive, on a cette camaraderie, mais on nous fait comprendre que ce que vous visez là, il faut de la compétition. Donc, je suis totalement en décalage. Et je vais dire, je crois que c'est ça hein, globalement. Et puis, plusieurs fois, ça m'est déjà arrivé récemment de me dire il faut que je retourne à mes cours parce que j'avais vraiment l'impression qu'il y avait un truc qui coinçait. Il y avait un truc qui faisait que la notion, je ne la comprenais pas. Ça m'énervait. Vraiment, je sentais qu'à chaque fois, il y avait un blocage. Et je pense maintenant avoir plus de recul. Et inversement, par exemple, dans d'autres disciplines, là, je pense directement aux mathématiques, mais par exemple, en physique-chimie, j'ai tout de suite identifié quel apprentissage m'allait. Donc, en physique-chimie, j'engloutissais des cours et des cours et des cours. Je les récitais jusqu'à ce que ça reste, même si au final, les résultats n'étaient pas probants. Mais je savais que il y avait énormément de connaissances à avoir et je les assimilais. Alors qu'en mathématiques, il y avait certains exercices qui avaient une logique que je ne saisissais pas. Et c'était dur aussi pour moi de me dire, mais attends, c'est prof de maths que tu veux faire, mais en fait, dans cette discipline-là, il y a ces trucs qui ne se coincent pas. Maintenant, avec le recul, je me dis, il y a des gens qui sont amenés à faire de très longues études en mathématiques, qui sont chercheurs, et il y a d'autres qui vont être des pédagogues, des enseignants, des transmetteurs. Oui. Et ça, c'est la maturité, c'est l'expérience qui permet de se rendre compte de ça. Tu n'as qu'à switcher un chercheur avec... Alors, il y a des chercheurs qui le font très bien, mais un chercheur avec un enseignant d'école primaire, je dis même pas... Voilà. Ah, super. Voilà. Donc, et c'est aussi ça qu'on te... Le dernier point, c'est l'élitisme, en fait, qui m'a bouffé. Je me dis, mais en fait... le discours qui est amené, c'est vous allez faire partie de l'élite. D'ailleurs, on t'accueille en te disant ça. Vous allez faire partie de l'élite. Donc, mettez-vous au travail pour. Sauf que c'est l'élite suivant quels critères. Et ça, c'est pas précisé. Ça veut dire que j'ai eu plusieurs camarades qui sont partis en cours d'année et qui ont majoré à la fac. Donc, est-ce qu'ils sont pas l'élite aussi? Mais avec d'autres critères, bien évidemment, on voit où est-ce que ces élites-là terminent. Je ne parle pas des sciences en général, mais en tout cas des sciences économiques, sociales, on voit ce que ça donne. Mais effectivement, j'ai pas du tout apprécié ça. Et ouais, en tant que futur enseignant, je me disais, mais moi, je veux pas être cette prof-là, en fait. Quand tu disais à l'élève, bon, tu comprends pas. Ok. C'est désolé, mais bon, accroche-toi sur d'autres disciplines. Et il y avait quand même quelques enseignants comme ça. Mais il y en avait d'autres. Jusqu'à maintenant, j'en ai croisé 2 ou 3 et je sens qu'il y a toujours ce truc de ah bon, tu es toujours enseignante avec une sorte de dédain. Tu es pas ingénieur. Voilà.
C'est marrant, Donc, enfin marrant. Ça marque ce que tu dis sur l'effet de la prépa que j'avais pas forcément envisagé, parce que moi j'étais ça me paraissait très comédiesque. C'était une comédie, tu vois. Quand les gens disaient qu'on était nuls et tout, ça me faisait rire. Je les croyais pas. Je voyais bien quand même, n'y croyais pas. Et du coup, ça a glissé sur moi. Je me rends pas compte à quel point ça n'a pas forcément glissé mais sur les autres. alors, ça dépend vraiment de. Je pense que de deux choses, de l'estime qu'on a. Alors, je sais que j'avais pas spécialement manque de confiance en moi, mais manque de confiance dans les qualités scolaires. C'est-à-dire que je savais que j'étais pas une élève excellente. Donc, on arrive, on te dit, ben, en fait, regarde tes résultats, t'es nul. Donc, je me dis, ah ben, en fait, ouais, ils ont raison. Tout de suite. Ben oui, c'était. Ouais, alors qu'inversement, tu vas me dire d'autres points, je vais te dire, voilà. Mais là, sur les résultats, ça a été radical. Ça a été radical et je pense même que mon cerveau a effacer tous les mauvais moments. Et c'est parfois en discutant avec des amis, j'ai des souvenirs de moi sortant de colle en larmes, enfin vraiment des trucs assez durs. Mais tu te dis, mais est-ce que tu... autant de souffrance pour être ingénieur, est-ce que ça vaut vraiment le coup, quoi? Enfin, est-ce que tu peux pas juste être dans un truc que tu aimes? Ok, il y a peut-être une autre voie qui va être plus longue, plus... peut-être que ouais, tu vas faire des erreurs, mais ça va pas te détruire mentalement comme ça. Et puis contrairement à ce qu'on dit en prépa, on peut être ingénieur en faisant l'université. Hein. Mais voilà, c'est pour ça en fait, et on n'en parle pas. Et même tu peux vraiment faire ce que tu veux et revenir et décider de passer ton concours et l'avoir à 40 ans, à 50 ans. Et ça, on te dit non, c'est l'élite, c'est maintenant que jamais. D'ailleurs, vous avez 2 ou 3 ans, mais après, vous êtes des déchets puisque vous allez aller à la fac. Donc voilà. Justement, pendant que tu étais en train d'être à la fac, tu me corriges si je me trompe, mais je crois que c'est au même moment où tu fais du gros cas en même temps. Exactement. Alors non, je faisais de la danse depuis mes 13 ans. Donc tu peux expliquer aux gens, pour les gens qui savent pas du tout ce que c'est le gros cas? Alors le gros cas, c'est la danse traditionnelle de Guadeloupe qui se fait alors soit en école, donc avec 3 percussions et en fait les danseuses s'exprime et on a un maquet, donc le percussionniste principal c'est lui qui marque les temps, c'est lui qui marque le changement de pas, etc. Et on a aussi la partie un peu plus improvisation, donc les rondas léoises qui se font en général le week-end en soirée et qui sont plutôt des moments populaires où les gens se rencontrent, mangent, boivent, chantent. Et il y a encore ce principe de cette fois-ci un seul danseur qui va rentrer s'exprimer et ainsi de suite, un danseur après l'autre. Et du coup, j'ai appris à danser à Kamojaka dans une école de danse à Mornalo. Et j'ai été, on va dire, je pense 5-6 ans, jusqu'à la prépa en fait. Et comment t'es arrivé là? C'est pas si cool. Je leur dis pour les gens qui savent pas, parce que quand tu dis danse traditionnelle, on pourrait croire que tout le monde en Guadeloupe danse au roca, mais loin de là. Comment t'en es arrivé là? Alors, en fait, quand j'étais enfant, alors j'ai commencé d'abord, je sais plus par quoi j'ai commencé. Je crois que j'ai commencé le tennis. Ensuite, le tennis, comme je n'aime pas la compétition et que au bout d'un moment en club, on te dit il va falloir passer des trucs. Donc j'ai dit je passe en UNSS. Donc UNSS l'après-midi après les cours. En parallèle, j'ai commencé le piano. Mais c'était du piano c'était du piano en association. Donc, on ne faisait pas vraiment passer de concours. Mais du coup, j'ai vraiment appris à jouer, on va dire, à la manière très tranquille. Et ensuite, ma mère m'a dit, tiens, comme activité sportive, l'association était à 2 pas de chez moi. Ça te dirait? Et à un moment, ma mère m'a dit, Naïs, bon, par contre, tu fais un petit peu beaucoup de choses. Donc, il va falloir éliminer. Donc, j'ai enlevé le tennis d'abord. Parce qu'après, l'apprentissage avait, entre guillemets, perdu en qualité puisque, on se préparait plus pour des compétitions, donc c'était tranquille. Et après, il est resté la danse. J'ai arrêté aussi le piano. Pareil, l'air de rien, je pense qu'on a commencé à me dire, ouais, tu sais, il y a des concours et tout. Donc, t'aimes vraiment pas la compétition? Du tout. Alors, petite anecdote, je n'aime tellement pas la compétition que je ne regarde ni les matchs de foot, ni les courses. Mais en fait, je supporte tellement, en fait, je le vis physiquement, tellement je
Non, j'ai trop peur de la personne va perdre et tout, mais comment elle va le vivre? Vous vous rendez compte une année elle s'est entraînée? Non, non, Mais je attends, regarde pas et je reviens. si déjà à cet âge-là, Oui. t'avais ça, comment t'as pu aller en prépa? Ben, ouais, non, je sais pas, c'est une bonne question. Ouais, non. Bah, je veux dire, c'est un C'est avec le concours. recul. Mais en fait, mais tu sais pas, on te dit tu vas en prépa. C'est Ben, vrai. c'est comme si tu vas en, Non, t'as raison, parce que je dis ça avec le recul, quand je rentre en prépa, je n'ai moi-même pas la conscience de la notion de concours. On te dit, ouais, concours, examen, tu comprends pas vraiment la différence entre un concours et un examen. C'est quand t'es dedans que tu comprends que, en fait, c'est un tu dis, concours et que, oui. oh, tu vois les classements au fond de la salle, on te classe du premier au 35e, tu dis, ah, ok, d'accord. Alors qu'habituellement, bon, ben, t'as ta note, débrouille-toi avec ta note. Et donc, je commence, sauf que à l'époque, voilà, je commence et je suis... Alors, je vais pas dire que c'était les débuts de Kamojaka, mais il n'y avait pas encore beaucoup d'enfants de mon âge. Il y avait soit les très petits, soit les ados. Et moi, j'étais préadolescente. Et du coup, on m'a vite mise avec les adolescentes. Et les adolescents ont vite été en troupe, donc pour faire des représentations. C'était vraiment les débuts des représentations un peu partout, dans les hôtels et tout. Et j'étais très vite baignée dans tout ce qui était représentation, aussi la rigueur que demande une troupe. Et je remercie beaucoup Raymond Taurin pour ça, parce que c'est ce qui a permis que j'ai pu transmettre une fois à Paris, parce qu'on avait des préparations de spectacles avec toute l'école, mais à chaque fois, on devait se déplacer, on devait changer, même si c'était passé X ou Y problème avant, tu es sur scène, tu souris, tu danses avec ta partenaire, voilà, exactement. Et je sais qu'en tout cas, j'ai appris ça avec elle. Et ça, par contre, ça t'a pas, autant la compétition te stresse, autant le fait mais pas la représentation. Pas la représentation, ok. Non, là, au contraire, c'est quelque chose que j'aime beaucoup et que je retrouve du coup dans le métier d'enseignante, parce que tu es dans ta représentation, c'est ton cours, c'est ta scène. Et en fait, j'ai arrêté avec la prépa parce que j'ai voulu continuer, parce que ça me faisait une activité sportive, mais le week-end, tu rentres chez toi. J'étais interne en plus, donc je rentrais chez moi le samedi midi. Il y avait répétition le samedi après-midi. Le dimanche, 16h, fallait se préparer pour retourner à l'internat. Ça, c'était pas vivable. Et en la première année à Paris, j'ai dit, bon, je me concentre, c'est mon année, c'est l'année de transition. Je savais qu'il y avait des associations, j'ai pas repris. Sauf que ça a été, comme je disais, une année horrible. Le fait de quitter chez ses parents, le fait d'être en France, le fait, comme je le disais, d'être dans une classe où il y avait ce sentiment de compétition que je pensais quitter en quittant la prépa, et aussi les enseignants qui s'étaient alignés en fait au niveau scolaire de tous les élèves qui étaient là. On n'était plus à la fac, on était dans une prépa où il y avait à nouveau un classement. Je me suis dit, mais je vais exploser en fait. Je faisais aucune activité et je me suis dit, bon, l'année suivante, où c'était l'année de la préparation du CAPES, j'ai dit, bon, je reprends et j'ai repris à Authentica. Et là, donc il y avait Authentica et il y avait DNK qui était une troupe de danse. En entrant à Authentica, j'ai vu la troupe. J'ai dit, ok, je veux aller dans cette troupe. Donc, en fait, je me suis donnée, alors se donner entre guillemets, mais en fait, j'ai pris mes marques, j'ai retrouvé mes sensations entre guillemets, et en fait, il te caste. Donc, il caste un peu dans toutes les associations et il crée, la troupe était créée de plusieurs personnes issues de d'autres groupes. Et en parallèle, au fur et à mesure, j'étais il y avait des niveaux intermédiaires, avancés, etc. Et je crois qu'à une année, j'ai enseigné. Parce que forcément, ça circule en fait. Au fur et à mesure, tu as des personnes, soit qui sont moins disponibles ou autres, et on m'a demandé. Et j'ai enseigné, je crois, 2 années le cours débutant. Et aussi, c'était génial. C'était vraiment génial. Alors, j'ai eu cette réputation d'être intransigeante parce que j'avais juste... Ah ouais, Autant, voilà, je sais que j'ai des retours d'amis qui me disaient qu'ils sont contents d'avoir appris avec moi, mais tout ce qui était rendre l'énergie, tout ce que j'ai appris, je l'ai retransmis en fait. Je leur disais, si déjà à l'entraînement, vous ne donnez pas l'énergie qu'il faut, c'est pas le jour où il y aura le stress, il y aura le costume qui s'est coincé, il y aura que là, vous allez, et il y aura le fait d'être en face de quelqu'un. Donc si je comprends bien, t'as enseigné le gros cas avant d'enseigner les maths. Non, alors, j'ai repris la deuxième année, j'ai repris à Authentica la deuxième année où j'étais à Paris et j'ai eu le concours. Donc en fait, ça s'est vraiment superposé. J'ai commencé à enseigner en même temps que j'ai enseigné en tant que danseuse
que danseuse. Et en parallèle, j'étais aussi donc dans la troupe avec DNK. Et là, pour le coup, c'était quelque chose d'assez enrichissant et aussi d'assez prenant physiquement parce que enseigner, prendre des cours et être dans la troupe, on va dire c'était le... Si je comprends bien, c'est une troupe donc avec un casting où il y avait pas tout le monde qui rentrait et pourtant quelques années, tu rentres en Guadeloupe et je te vois écrire que tu te sens pas forcément légitime à danser. Comment ça se fait? C'est-à-dire que tu as dansé pendant pas combien de temps, t'as enseigné le gros cas, et quand tu rentres, tu te dis, je suis pas légitime à danser. Justement. Alors, en fait, d'ailleurs, petite parenthèse, dans tout ça aussi, j'ai été aussi présidente de l'association Authentica. Donc, ça fait que j'ai apprécié le fait d'avoir été élève, de passer par toutes ces étapes-là. Et en fait, j'ai saturé. Je suis partie au moment, je suis rentrée en Guadeloupe, j'ai demandé ma mutation, etc. Et j'ai saturé parce que tous les niveaux dans lesquels j'étais demandaient énormément. Et arrivé en Guadeloupe, les premières choses que j'ai faites, c'était aller dans des Lewos. Alors, il faut aussi savoir que c'est à Paris que j'ai été dans les premiers Lewos, parce que, comme je disais, il y a la partie chorégraphie, école, mais il y a le gros cas de rue, entre guillemets, qui s'apprend, la manière comment un chanteur improvise, comment un musicien apprend aussi à jouer et comment une danseuse, du coup, improvise, ça s'apprend dans la rue. Ça s'apprend à l'école, certes, mais il faut le pratiquer dans la rue. Et c'est à Paris que j'ai saigné littéralement tous les Lewos de Paris, d'Île-de-France. Je faisais du 2h, 3h du matin, tu sors du 78. Et aussi, c'est là que j'ai commencé à parler créole aussi. Jusque-là, je disais 2-3 mots, mais j'ai commencé aussi. Non. Mes parents me parlent créole, mais je leur répondais toujours en français. Et c'est uniquement là que je me suis autorisée, parce que j'avais des conversations avec certains tambouillés, donc certains musiciens qui, tu dis, OK, il te répond en créole 1 fois, 2 fois, 3 fois. Bon, allez, ce serait bien que tu fasses une phrase, alors qu'habituellement, je sais pas si c'était le respect ou autre, avec mes parents ou la famille, ma mamie et tout, j'ai jamais osé. Comment ça se fait ? Je pose la question, alors j'ai une petite idée parce que c'était mon cas aussi. Alors moi un peu différent parce que je suis pas né en Guadeloupe. Donc j'ai passé d'abord 9 ans dans l'Hexagone avant d'aller en Guadeloupe. Mais pour les gens qui nous écoutent, comment ça se fait que la langue de l'endroit où t'es, tu oses pas la parler ? Ça n'existe pas ça, de pas oser parler une langue dans d'autres langues. Je pense que c'était inconscient. Vraiment, j'ai pas d'explication en tout cas pour l'instant, parce que mes parents ne m'interdisent pas en fait ne m'ont jamais interdit de leur parler créole. Et pourtant, ils me parlent créole. Et maintenant, j'échange avec eux. Plus avec ma mère qu'avec mon père, du coup. Mais je pense que c'est une sorte de respect que je me suis imposé, sans doute, mais pas... Même avec l'extérieur, jamais. Jamais. Pourquoi de respect ? Oui, parce qu'il fut un temps, on associait le créole avec de la familiarité aussi. Et donc, je me disais, oui, je disais 2-3 mots à mes amis, mais il n'y a jamais eu aucun moment, ma mamie, quand elle me demandait d'aller prendre quelque chose, elle me disait en créole, mais si elle m'appelle, comment ça va? Elle commence à me parler en français. Donc, il y avait, je pense, à chaque fois des petits réflexes non dits que j'ai dû intégrer, et je suis pas la seule. Dans ma famille, j'ai des cousins et des cousines qui ont aussi intégré ça et qui sont en train de le déconstruire aussi. T'es loin d'être la seule, hein. Je pense que c'est aussi parce que la langue ayant été créée par des esclaves pour pas que les maîtres comprennent, il y a un truc que j'ai remarqué, c'est que souvent le créole, tu le parles à des gens qui sont soit au même niveau que toi, soit entre guillemets à un niveau en dessous de toi, mais jamais les gens au-dessus de toi. En tout cas, tu vas pas initier le créole à quelqu'un qui est au-dessus. Tu vas pas parler à ton prof en créole subitement, ni à ton manager subitement. Lui te parle en créole et tu peux éventuellement lui répondre en créole ou lui répondre en français, mais tu vas pas initier quelque chose comme ça à quelqu'un qui est au-dessus de toi. Donc il y a ce truc de le créole, c'est la familiarité. Et pareil, avec le temps aussi, il y a eu ça s'est changé en pression de ne pas bien parler créole aussi. Parce qu'après, tu te retrouves à croiser des gens qui, eux, ont toujours parlé créole dans leur famille, donc ils viennent naturellement te parler, mais tu entends qu'en fait, ils maîtrisent. Et que toi, finalement, ton créole, il est très francisé, ou tu n'utilises peut-être pas les bons mots. Et ça aussi, je l'ai déconstruit parce que je me dis, mais pareil, je voyage dans la Caraïbe et j'ai aucun souci à parler anglais et que je fasse des fautes. Dès que je me fais comprendre, c'est ce qui compte.
Si je parle pas créole, ben et maintenant je fais beaucoup plus attention. J'absorbe les expressions, je les intègre, que j'entends, les petites corrections, l'auto et pas voiture, des petites choses comme ça pour dire une voiture. Ça vient. Bah, c'est cool, hein, moi Et j'ai toujours pas déconstruit ça. ça viendra. Moi, j'ai vraiment ressenti le déclic quand j'ai commencé à faire les was en France. Et revenu en Guadeloupe, je fais beaucoup de les was. Et là, je me rends compte, en fait, de ma non-légitimité, peut-être fausse, hein, parce qu'avec le recul aussi, j'ai analysé, mais en tant qu'enseignante. Je me dis, mais Anaïs, est-ce que ta discographie, dans le gros cas, tu la connais? Est-ce que tu la maîtrises? Est-ce que si on te montre un tel, tu connais? Parce qu'en fait, tu croises des gens qui, eux, te disent, ouais, mais j'ai vu. Et là, en fait, ça, c'est d'une partie. Mais l'autre partie, c'est, OK, il y a la rue piétonne à Pointe-à-Pitre qui est une scène ouverte où n'importe quel danseur, n'importe quel être humain peut rentrer et s'exprimer. Mais les léwas qui ont lieu le vendredi soir dans certains lieux, on a une sorte de rituel. Il y a un respect des anciens. Il y a aussi une pression sous-jacente. Même si moi, en tant que danseuse, je n'avais aucune pression, j'ai envie de danser, la musique m'appelle, je rentre. Mais là, je parlais vraiment dans l'aspect transmission. Je ne me sentais plus du tout légitime. Quand j'étais là-bas, je sentais qu'il fallait faire le lien, et de la même manière qu'on m'a recueilli à Authentica, faire ce lien avec d'autres personnes qui veulent découvrir la culture, qu'elle soit antillaise ou pas d'ailleurs. Mais là, en Guadeloupe, je me dis, ben non, en fait, il y a déjà énormément, et c'est ce que je dis aux personnes qui me demandent quand est-ce que je reprends. Petit coucou à eux d'ailleurs. Il y a déjà suffisamment d'associations. Et je vais même dire qu'avec le recul, mon analyse était que les associations dans lesquelles j'étais étaient dans une création, enfin, on faisait du gros cas moderne. On intégrait des pas de dancehall, on intégrait des pas d'origine africaine, etc. Mais la base, j'avais l'impression de ne pas avoir fouillé suffisamment pour me dire, OK, je suis ici, Anaïs, enseignante de Grouka, elle va faire une formation, va faire un petit stage à Kamojaka. Non, pas du tout. Que tu te sentes pas légitime sur l'enseignement, ça me paraît assez fluide, assez logique, mais j'ai l'impression, quand j'ai lu ce que t'écrivais, que carrément tu dansais plus, tout court, même dans la rue. C'est ça. Comment ça se fait ouais. que, tu vois, mais en fait, obligé de danser tout seul il y a eu un blocage. Il y a eu un blocage. Et pour tout te dire, on est au moins une bonne dizaine de danseuses à être rentrées. On a toutes vécu la même chose. C'est vrai, c'est réel. C'est réel. D'ailleurs, on s'est retrouvés plusieurs fois. Quand on se retrouve, on est en mode, voilà, on est super contente. Mais sur le coup, ouais, on a arrêté de danser. Alors, je vais pas dire qu'on a arrêté de danser. En rentrant, on se dit, tout sauf le Grouka. Donc, on a toutes fait une sorte de circuit. Alors, il y a certaines que je sais qui sont restées dans le Grouka, mais on est plusieurs à avoir fait ce petit circuit. Moi, j'ai fait du moderne, j'ai fait du jazz, j'ai fait de la dancehall, de la danse africaine, d'autres choses parce qu'on est des danseuses. Mais aller dans une association et se dire, il y en a qui l'ont fait et qui sont pas restés longtemps. Moi, je l'ai pas fait. J'ai même pas essayé parce qu'il y avait ce mix de saturation de la danse mixée avec de la non-légitimité, mais saturation aussi, moi en tout cas, ça a été du côté associatif. J'ai été présidente. Ça n'a pas forcément été une expérience agréable. Et ça te demande énormément d'énergie. Et je me dis, je peux pas être je vais être là en tant que juste qu'élève. À un moment, tôt ou tard, ma nature va reprendre le pas et j'aurai envie de m'impliquer davantage, et je sais que l'énergie, et en parallèle, 2 ans avant que je parte, j'avais quand même commencé la photo, et je sentais aussi que j'avais envie de donner cette énergie plutôt à la photo. Donc, j'ai vraiment senti le basculement entre, OK, en France, t'as vraiment tout donné en photo. En danse, pardon. Et là, OK, c'est le temps de la photo. Donc, prends le temps, c'est pas grave. Quand la musique m'appelle, j'entre. Et c'est vrai que oui, ça fait du temps, ça fait un moment. Hein, donc, on hésite, voilà. Mais l'enseignement de la discipline, là, ça fait un petit chemin. Je me dis, pourquoi pas un jour comme ça, le faire, voilà, ponctuellement. Mais aujourd'hui, c'est surtout la photo que tu mets en avant. Et raconte-nous comment t'es tombée dans la photo. Alors,
Officiellement, c'est parce que mon appareil est tombé en panne dans les années 2011-2012. J'avais un petit compact et j'ai dit bon allez, on va passer à quelque chose de plus élaboré. J'ai pris un réflexe que j'utilise en mode automatique pendant très longtemps. Officieusement, je me suis rendu compte en regardant mes photos que j'ai toujours fait de la photo. J'avais des appareils jetables, je prenais en photo la famille tout le temps. En prépa, je sais pas si toi tu as eu cette occasion de me voir, mais en fait en prépa, quand il y avait des anniversaires, quand il y avait, on avait un blog. Oui, je me rappelle du blog. On avait un blog et en fait c'est moi qui prenais les photos du blog. Il y a pas longtemps, j'ai dit mais ce sont mes photos. J'ai été dessus et je filmais quand il y avait des anniversaires et on charriait celui dont c'était l'anniversaire. J'ai des tonnes et des tonnes et des tonnes de photos et je me suis dit mais en fait t'as toujours aimé relater quelque chose, ce qui t'entoure, voilà. Et du coup, de fil en aiguille, quand j'ai acheté cet appareil-là, au début en mode automatique, voilà, gros investissement entre guillemets, passer d'un compact à un réflexe, il y a plus de paramètres. Et c'est marrant parce que t'en fais le début quand tu dis officiellement, t'en fais le début, c'est t'as l'outil entre guillemets du photographe pro, associé. Et c'est là que tu te dis, tu t'es photographe. Ah non, par contre non. Ah mais non, ce serait trop facile. Non, je me suis pas dit je suis photographe là. Je me suis dit que j'étais photographe. Je pense quand j'ai commencé à avoir je crois quand j'ai dû créer ma page Facebook, parce que en fait j'avais des amis artistes qui faisaient des représentations. Je les accompagnais en parallèle sur leurs after work où j'étais régisseuse, mais aussi je faisais les reviews de la séance. Et un jour, en fait, à force de faire des premières parties, enfin de prendre en photo des premières parties avec quand même des artistes connus et tout, un de mes potes m'a dit, Anaïs, crée une page Facebook et partage en fait, parce qu'en fait, elles sont géniales, mais où est-ce qu'on va les voir? Et je crois que c'est là que je me suis dit, alors j'étais au bout de ma vie, je me dis non, légitimité, tout ça, voilà. Alors je me suis dit bon, allons-y. Et en fait, de ça, j'ai commencé à mettre aussi. J'invite vraiment les gens à aller voir ma page parce que même moi, j'avais oublié la quantité de choses que je mettais. Je mettais des dossiers, j'appelais ça sillonnage. Je me promenais dans Paris, je me promenais en Guadeloupe, à Marie-Galante, et tout ce qui attirait mon regard, je le prenais en photo et je mettais. Et en parallèle aussi, des photos d'artistes. Donc c'est là, je considère. On était en 2012. Et du coup, de fil en aiguille, mais c'était encore de la photo, concert. Quand je rentrais en Guadeloupe, beaucoup de photos de nature. Et un jour, je me suis dit, mais en fait, à part les concerts, je prends pas spécialement de photos. J'avais pas encore de réflexion sur la composition, j'avais pas du tout de réflexion sur l'art, rien du tout. C'était juste, voilà, de la photo instantanée. Et lorsque j'ai commencé à discuter avec des copines, et je leur ai dit, moi, j'aimerais bien te prendre en photo naturelle ou avec mise en valeur, avec un mari-tête, un attaché de foulard et tout. Et tu verras ce que je vois, parce que souvent, c'est des copines qui ne se mettaient pas en valeur ou qui me disaient, ouais, mais non, prends quelqu'un d'autre en photo et tout. Et ça a été une très belle expérience. Et de fil en aiguille, j'ai commencé à faire des portraits. Donc, il y a des gens qui m'ont contacté. J'en ai fait chez moi. Alors, pareil, j'avais un appartement qui avait un parquet ancien avec un mur marron. C'est peut-être 6 mois avant mon départ que je me rends compte que j'avais un studio. Je ne m'en rendais même pas compte. En fait, chez moi, c'était devenu tellement chez moi où je vis que jamais l'idée m'était venue de l'exploiter pour de la photo. Et puis même le fait de faire venir du monde chez toi aussi, j'étais pas sur ça en fait. Mais je l'ai fait. La phrase que tu viens de dire sur tu verras comment je te vois, c'est tu voulais montrer aux gens avec la photo comment toi tu les voyais dans tes yeux. C'est ça. C'est ça. Et souvent, ça reste encore ce réflexe de capturer la personne à un moment où elle rigole, où elle s'y attend pas. Donc très souvent dans mes séances jusqu'à maintenant, la personne pose, donc je prends la photo correspondant à la pose que je voulais, mais je continue en fait, puisque je suis dans une discussion, on rigole, etc. Parce que je vais avoir encore d'autres expressions, et parfois joyeuses, parfois non, mais elles racontent quelque chose.
Elle raconte toujours quelque chose. Et voilà. Donc, Est-ce que tu dirais que c'est genré? Que ce besoin de je me rends... valorisation, il est aussi lié au fait que tu as quand même beaucoup de femmes Mhm. qui Ça, n'apprennent pas leur c'est quelque physique et chose... qui... Ouais, c'est quelque chose que j'ai constaté. Mais j'ai eu quand même à le faire aussi avec des hommes. Mais c'est moins puisque dans cette discussion, j'ai moins le doigt sur enfin, je me trouve pas plus jolie que ça ou autre. C'est pas dit, mais c'est vrai que dans ma démarche, en tout cas, c'est toujours prendre ce que je vois. Je vois que la personne a du caractère, dégage quelque chose. Je veux capturer ça et le lui montrer d'abord et ensuite partager. Mais c'est vrai que, on va dire que en tout cas, les femmes que j'ai croisées ont plus facilement tendance à s'exprimer là-dessus. Et ouais, c'est tout. Et le bac pro dans tout ça? Le bac pro. Alors, rentrer en Guadeloupe en parallèle donc de mon déni de la danse, etc. Je croise en fait des artistes plasticiens qui me font découvrir le monde de l'art en Guadeloupe en fait. Donc je découvre les expos. Il faut savoir que je ne faisais pas d'expo en France. Non mais quand je me rends compte, je suis dégoûtée. Je suis totalement dégoûtée. Ça veut dire que maintenant je vais voyager pour aller faire un musée et tout. J'étais vraiment, je pense, je l'ai ressenti comme de la survie quand j'étais en France, pardon, pour me protéger. Donc j'étais en mode, le gros cas, etc. J'étais pas du tout ouverte sur la découverte. Tu penses pas que c'est Et aussi un côté élitiste du truc? Parce que moi, pareil, tu vois, je suis à Paris depuis... alors, je suis en région parisienne depuis plus de 10 ans, à Paris même depuis 6 ans, mais j'ai commencé à vraiment aller en expo, tu vois, aller à la maison de la photographie, aller dans les musées. En vrai, il y a moins de 2 ans, je dirais, parce qu'avant, c'était juste pas pour moi, c'était pour des gens... c'est pour une élite, et en vrai, alors moi tu vois. j'aurais dit que c'est aussi culturellement ça n'a pas été transmis. En tout cas de mon point de vue. Et l'entourage que j'avais non plus en fait. Donc ça fait que je sais qu'il y a des musées, mais je me suis dit, je vais regarder 5 tableaux, ça va me saouler. Ça va me saouler. Enfin, c'était vraiment l'état d'esprit que j'avais, donc j'ai dit ça sert à rien d'y aller. D'y aller pour la culture peut-être, mais au final, le week-end, je le passe avec mes amis, je le passe en spectacle, etc. Inversement, par contre, j'ai voulu et je n'ai pas pu mais faire des spectacles de danse. Il y a eu un moment Alvin Ailey est passé, mais j'ai pas pu. Voilà. Au niveau de la danse, oui, j'avais cette ouverture-là. Mais tu vois, la Il y avait des danse, stages. c'est moins élitiste. Et la danse, je te dis que c'est pour tout le monde. Alors que t'as parlé de tableaux, moi c'est pareil. Regarde les tableaux, je me dis, mais les tableaux, je vais rien comprendre. C'est pour les gens qui comprennent les tableaux, tu vois. Ouais, je vois ce que tu veux dire. Oui, effectivement. Mais une fois rentrée, donc je fais des expos. Alors là, c'était plutôt l'aspect social. Donc je rencontre du monde, je rencontre de nouveaux artistes, je rencontre en fait ce qui se fait et je constate aussi qu'il n'y a pas de photos. Donc je vois ce que les plasticiens font, mais je vois pas tant que ça de photographes exposés. Je sais qu'ils existent, je les identifie, je les croise, et je me dis en fait, je commence à comprendre le désir en fait de s'exprimer par un art. Je me dis en fait, j'ai des trucs à raconter. C'est comme ça que naît la série Maman de l'eau. Je me suis dit ouais, j'aimerais bien. Alors c'était une série beaucoup plus large que je voulais faire sur les contes. Mais en fait, Maman de l'eau est parti dans ma main. Et en fait, c'était la mise en image d'un conte que j'ai lu enfant, que j'ai retrouvé. Alors, encore une anecdote. En fait, Maman de l'eau, donc c'est l'image de la sirène qui est dans la mer ou dans la rivière et qui charme ou les enfants ou les pêcheurs et qui les tue en fait. Et je savais que j'avais lu un livre de contes et Père Chabry raconte, je crois, et qui m'avait mon cerveau avait énormément bouillonné après ça quand j'étais ado et je savais pas en fait qu'il était encore réédité. Donc je demande à une copine qui travaille dans le collège où j'étais, est-ce que elle peut regarder si le livre est encore au collège et tout. Elle le trouve, elle l'emprunte pour moi et je vois la fiche d'emprunt avec mon nom, mon prénom. J'étais oh là là, c'était un truc. En plus, le livre tout abîmé et tout. C'est ta petite écriture de collégienne. Et je bouffais des livres, par contre. Des livres de contes au collège.
Je lisais des contes grecs, contes et légendes grecques, africains. Et j'ai dit, tiens, ce serait bien de prendre en photo, de créer ça, etc. Donc, je commence à prendre en photo des gens en Guadeloupe. Je fais du repérage. Je croise Anne Love, qui est la modèle que j'identifie. Je me dis, bon, je peux pas la prendre en photo tout de suite. Pour ce projet, il faut déjà qu'on ait un contact. Donc, je la prends en photo dans un cadre en nature et tout. Et ensuite, je lui présente le projet. Elle me dit, bah, ok, il n'y a pas de souci. Et donc, je mets ça de côté, mais en parallèle, je suis enseignante. Et c'est là où je vais parler de ça. Je le vis tout de suite. Mes périodes scolaires coupent totalement ma créativité. Ah. Ouais. Donc, tu ne crées que pendant les vacances. Je ne créais que pendant les vacances. D'accord. En tout cas, je n'avais d'intérêt pour ça que pendant les vacances. Et c'était très dur pour moi d'y réfléchir pendant la période scolaire. Ça a changé depuis parce que, voilà, il est temps de... Mais c'était compliqué. Comment t'as fait pour que ça change? Comment t'as fait pour réussir à cumuler les deux et à garder cet élan dans les deux à la fois? Je crois que j'ai eu... c'est parce que j'ai eu un projet qui était suffisamment stimulant et que j'étais dedans, en fait. Mais c'est sûr que jusqu'à maintenant, par exemple, en pleine semaine, c'est compliqué. Donc, en pleine semaine, c'est compliqué. En période de fin d'année, enfin, en tout cas, de fin de trimestre, où on a des bulletins à rendre, on a des conseils de classe à faire, les dernières évaluations. Mentalement, c'est compliqué aussi. Mais j'apprends à, en tout cas, organiser par tâches plus ou moins fortes. Ou inversement, si j'ai une petite idée, je note. Donc, j'essaie vraiment, en tout cas, de ne pas me mettre de pression sur l'aspect créer, vraiment faire des séances photos. Mais si j'ai une petite idée, ok, je note. Ça fait partie du travail en photo et je pense qu'au fur et à mesure, en fait, ça s'est étendu. Et donc, ça fait que, par exemple, pour cette série-là, j'ai mis totalement de côté pendant une période jusqu'à ce qu'elle me recontacte en me disant « Écoute, Anaïs, je vais couper mes locks. » Parce qu'elle avait de très longs locks. Sauf que c'était l'élément principal de la photo. Elle m'a dit, il faut qu'on fasse la séance là. Et tout de suite, je me suis organisée, j'ai travaillé le maquillage avec une amie et Amy. Et on a mis ça en place. Et là, je considère que cette série-là, j'ai croisé, je crois que je l'ai publiée. J'ai eu des retours. Et de fil en aiguille, en fait, on m'a proposé d'exposer. Mais alors, c'était pour des expositions. La première, c'était Cris de femmes, qui était sur la nature. Et là aussi, j'ai fait mes armes en termes d'installation, parce qu'on ne parle pas. Être un artiste, ce n'est pas uniquement créer l'œuvre. C'est être présent à toutes les étapes de l'exposition de cette œuvre jusqu'à la vente et tout ce qu'il y a autour. On peut penser à l'aspect financier, mais je dis juste, scénographe, c'est un métier. Scénographe, c'est quelqu'un qui prépare une mise en scène pour un spectacle, pour une exposition. Et je peux vous dire que ma première exposition, c'était au pavillon de la ville à Pointe-à-Pitre, qui est un monument historique. Donc, on ne peut rien clouer, rien scotcher, rien poser. Donc, j'ai pas eu de crise de nerfs, mais heureusement, pareil, j'avais des amis qui étaient là. On a dû faire passer des fils de crin dans les poutres parce que c'est du bois, suspendre les œuvres, gérer la lumière secondaire parce que c'est un espace qui a sa propre lumière mais qui n'éclaire pas forcément les œuvres. Et j'ai appris sur le tas. La deuxième expo, pareil, c'était le festival Héritage et on était en extérieur. Et là, pour le coup, j'ai laissé le libre cours à mon envie. J'ai trouvé une sorte de clairière avec plein d'arbres et j'ai dit, OK, je veux du 1,50 m sur 1 mètre. J'avais 8 œuvres. Il y en avait une qui faisait 2 mètres de haut. Vraiment le truc. Mais pareil, il fallait réfléchir à la scénographie. Là, pour le coup, ça a été la mise en place de l'exercice. J'ai dit, OK, je trouve mon espace. Je vois comment je le mets en place. Et pour le coup, là, on avait une équipe technique qui installait la lumière au-dessus de chaque œuvre. Quand on propose ça, t'es pas un peu stressé? Parce que tu me dis qu'on n'avait jamais trop exposé de photographes en Guadeloupe, que t'es dans le milieu artistique, que tu voyais pas forcément de photographes. On te propose, j'imagine, un contact à toi de ce milieu-là qui te propose l'expo? Oui. Alors, dans les deux cas, c'est ce qui a fait que je n'ai pas ressenti de pression, c'est que c'était Cris de femmes, c'est une association, en fait, la responsable, c'était quelque chose de participatif. Donc aussi, parler de ça, au stade où j'en suis maintenant, quand j'expose,
Je suis payée en tant qu'artiste-auteur, je suis déclarée, etc. Mais avant ça, j'ai commencé en tant qu'artiste qui participait à des projets, soit des expos faites par des associations, Festival Héritage. On a été payé, mais ça restait un festival culturel autour de la musique et en lien avec l'abolition de l'esclavage. Mais pour le coup, qui n'intervient pas dans les hautes sphères du monde de l'art en Guadeloupe. C'est-à-dire que ça reste un projet, un ensemble culturel, pas sur le monde de l'art et de l'exposition. Donc ça fait que ces premiers projets-là, je les ai pas vécus comme oh mon Dieu, on me demande. Ça a été. Et après ces deux projets-là, je me suis dit non, mais c'est bien sympa, mais en fait, légitimité. Ok, tu as parlé de ton projet, tu as parlé de Maman de l'eau. Mais en photo, tu te situes où en fait? Tu as appris seul, tu as appris au contact. Donc en France, j'ai croisé un photographe, Manu Dorlis, qui m'a donné énormément de conseils sur la technique, qui m'a fait venir sur ses sets, etc. Mais toi en fait, et je suis revenue à mon côté un peu scolaire, qui aime être encadré. Et j'ai dit ok, qu'est-ce que je peux faire? Quelle formation je peux faire? J'ai cherché et je vois Bac Pro Photo via le CNED, par correspondance. Donc, 3 années de baccalauréat professionnel condensées en une. Ah. Donc, j'ai dit, OK, allons-y. Sauf que je choisis de ne pas diminuer mon temps scolaire. Et je choisis aussi de continuer à vivre ma vie à l'extérieur. Donc, il y a le carnaval, je fais mon carnaval, etc. Et bien évidemment, arriver aux 3/4, parce que ça reste un baccalauréat professionnel avec son exigence, avec un stage à passer de 22 semaines, wow. etc. Oui, oui, oui. Donc, je me dis très vite, OK, tu vas le faire en 2 ans. Tu as ton activité professionnelle à côté, donc tu peux financer ce projet. Et la première année, je pars à Paris, passer toutes les épreuves gestion. Comme j'avais déjà un baccalauréat, donc j'avais pas trop toutes les épreuves français, histoire, géo, ça allait. Mais gestion, études techniques, enfin, j'avais des études d'œuvre. Et pareil, un ami plasticien m'a aidé sur ça parce que de la même manière que j'avais ce blocage en prépa, là, j'avais un blocage. On me montre une œuvre, je me dis, mais je vois un bonhomme en fil de fer. De quoi vous me parlez de quel est Là, pour le coup, j'avais presque envie de dire, c'est mon côté cartésien. Voilà, je dis, non, voilà ce que je vois. Et en fait, il me dit, ah non, il faut observer le mouvement, il faut observer l'année qui correspond à un mouvement artistique, etc. Et j'ai appris, je dis pas spécialement que c'est quelque chose qui est resté, mais en tout cas, j'ai travaillé mon œil. Pendant longtemps, j'ai cru que les gens déliraient, moi. J'ai cru qu'ils faisaient semblant. Quand les commentaires de texte, je dis, mais ils inventent. Et tu sais, j'ai fait le lien avec le fait que c'est de la philo. Pour moi, c'est de la philo, en fait. Parce que c'est super subjectif. On va s'attendre à ce que tu donnes des références précises. Mais si tu pars dans des élucubrations sur ce que tu as ressenti, etc., personne ne te dira rien, puisque c'est ton analyse. Et à partir du moment où j'ai compris ça, ça a été... Je suis partie aux États-Unis en vacances et c'est là où j'ai fait mes premières expos. J'ai fait une sorte j'appelle ça un fly trip. J'ai fait Miami, Chicago, New York et un jour au Canada avant de rentrer. Et du coup, j'ai essayé à chaque fois alors, c'est à New York que je suis restée le plus longtemps. J'ai fait le MoMA. J'ai fait une salle d'exposition noire américaine qui m'a beaucoup marquée parce que du coup, qui accueillait des artistes émergents. Et c'est là, en fait, où j'ai vu des œuvres. Alors, j'ai fait aussi un autre musée où il y avait beaucoup d'art africain. Et j'ai dit, OK, d'accord, c'est bon, je vois des œuvres, je les absorbe, j'ai vu de l'art contemporain, vraiment, what the fuck. Ça aussi, ça a fait son travail. Et c'était pendant la préparation du Bac Pro. Et première année, premières épreuves, nickel. Deuxième année, stage, études techniques. Donc, j'avais une sorte de dossier à rendre avec portrait, photos de studio avec tel et tel cahier des charges, etc. Et études artistiques où là, on avait un thème et on devait proposer une série. Et de tout ce que j'ai passé, je considère que c'est vraiment ça parce que point positif, comme j'étais enseignante, pour la partie orale, je me suis sentie arriver en vainqueur. C'est-à-dire qu'à la fin de mes oraux, je discutais avec les enseignants. Ils disaient, mais
vous venez vraiment de Guadeloupe? Mais qu'est-ce que vous faites? Ah, mais en tout cas, je me suis sentie vraiment, ça m'a fait beaucoup de bien, en fait, parce que je me suis dit, OK, ce que tu fais comme autre activité t'a servi pour la partie photo et t'a permis aussi d'aller le plus loin possible, en fait, de ce que tu pouvais. Et les questions qui m'ont été posées lorsque j'ai présenté la série, c'est exactement expo suivante en Guadeloupe, les questions qui te sont posées par des critiques d'art, par exemple. J'ai vécu l'expérience, j'étais choquée, j'ai passé les dernières épreuves en juin. En octobre, je faisais une nouvelle expo. Donc là, en fait, le bouche à oreille fonctionne et on t'appelle, en fait, parce que tu publies des choses sur ton Facebook, parce qu'on te connaît, parce que tu es photographe et qu'en général, dans les expos en Guadeloupe, il n'y a pas tant de photographes que ça, donc c'est toujours un plus. Et il n'y a pas tant de photographes femmes non plus. Et on me présente à une critique d'art et elle me pose des questions d'affilée. Et je me suis dit, mais à une année près, je me serais décomposée. Déjà, on m'aurait dit... elle m'a déjà demandé des questions techniques. Qu'est-ce que j'avais comme appareil? Elle m'a demandé des questions techniques sur mon impression, la qualité d'impression que j'avais. Et ensuite, elle m'a dit quelles étaient mes intentions, pourquoi le choix de cette série, pourquoi celle-ci au milieu. Voilà. Et très souvent, enfin le début en tout cas, tu es en mode, voilà, c'est ton feeling, tu accroches, voilà. Et du coup, le fait d'avoir réussi à apprendre à parler du travail d'autres artistes, ça t'a appris à parler du tien? Non, c'est vraiment... Non, je disais l'oral qui était présenté sa série sur le thème national qui avait été imposé. Et ils m'ont cuisiné. Je crois que je suis restée plus longtemps que prévu. Ils m'ont vraiment cuisiné. On a parlé de pourquoi il y avait une marque qui apparaissait. Vraiment, mes connaissances poussées sur la loi, sur ce qui était possible. Avez-vous demandé des autorisations? Vraiment, en plus on était dans le lycée de la photographie, donc je me suis sentie vraiment, j'étais émerveillée. Je me suis dit waouh, j'aurais pu faire ça. Enfin bref, j'ai eu envie de retourner à l'école. Mais depuis ça m'a donné confiance aussi à comment présenter mon travail. Chose avec laquelle je n'étais pas à l'aise aussi. Donc ne pas partir dans tous les sens. Et puis même, il y a le cliché de l'artiste qui est un peu perché. Et moi, je me retrouve pas en fait dedans. Je me trouve très les pieds sur terre. Et du coup, je parle de mon art aussi de manière très, pour moi à l'époque, qui était basique. Enfin, je me dis, ok, ben c'est ça. Hein. J'ai eu ça comme idée, puis je vais les présenter. Et voilà. Je vais essayer de pas te cuisiner, mais de quand même aborder ce sujet sur ce que tu présentes, parce que tu présentes quand même un truc qui est spécial, puisque c'est beaucoup de corps noirs. Oui. Je vais lire le commentaire d'un de tes sujets. Qui a dit faire ce shooting m'a une fois de plus permis de me rendre compte du manque de représentation de femmes noires, de corps noirs sur des sujets tels que l'érotisme et la sensualité. En faisant mes recherches, lorsque je tapais femme noire érotisme ou encore femme noire sensualité, soit j'avais du porno, soit j'avais du hors-sujet. Tu peux nous parler un peu de ce... Oui, alors du coup, je sais pas c'est lequel. C'est le shooting pour le livre de la Chippy, je pense. Je sais pas si tu vas le voir. Ah, yes. Oui. Ben, ça a été une belle collaboration où, en fait, les œuvres écrites me parlaient sur ce que j'avais envie de montrer. Et effectivement, la Chippy, qui est écrivaine, on a beaucoup, beaucoup discuté sur le fait que elle qui avait besoin d'illustrer son blog avec donc c'était l'appli Citol à l'époque, avec des photos, ne trouvait pas en fait de contenu. Et on avait des discussions super longues sur le fait que déjà de un, les photos qu'on va trouver, ce seront des photos sans doute de noirs américains, mais qui avaient une vraie pudeur et un vrai tabou sur le fait de représenter de manière intime des corps antillais. Et je me suis positionnée dessus en me disant, mais c'est un contenu que je veux voir, donc c'est un contenu que je vais créer. Et c'est pour ça que j'ai voulu aussi me démarquer à l'époque, peut-être un peu moins maintenant, mais à l'époque, sur Instagram, on ne voyait que ça. Des photos de corps de femmes, certes, prises en photo par des photographes hommes, mais sexualisées. Et bon, c'est bon quoi.
Enfin, je suis désolée, mais il y avait très rarement des photographes qui se positionnaient sur un autre discours. Et je me suis dit, bon, oui, je veux que le corps noir soit représenté, mais pas comme ça. Pas comme ça. Et inversement, du coup, j'avais une série, et donc c'est aussi dans le cadre d'une collaboration avec la Chippy, d'hommes. Et je me suis dit, par contre, inversement, je vois beaucoup beaucoup de femmes sexualisées et pas d'hommes. Moi, j'ai bien envie d'avoir ce contenu-là. Pourquoi je ne dois m'enjailler que sur des corps de femmes? Non, je veux bien voir des hommes et pas des hommes, pas des Américains. Et du coup, j'ai dit pareil, je me positionne. C'est quelque chose que j'ai besoin de travailler, mais qui prendra du temps. Mais ça a été le premier test. Et quand j'ai vu le retour des femmes, je me suis dit, c'est effectivement quelque chose qui manque. Et donc, ça fait que j'ai ce double positionnement sur le corps des femmes est représenté, mais souvent suivant comment dire, un schéma très, très clair, très précis. Plage, filiforme, sexualisé, et rien d'autre. Donc, et l'art dans tout ça, et la poésie, et peut-être, oui, de la sexualité, certes, mais on sent toujours que la femme est objet, et que c'est pas elle en fait qui domine le truc et qui met en scène en fait sa prise de vue. Donc je pense que mon positionnement en tant que femme photographe en tout cas est clair. Maintenant, je me suis rendu compte avec donc entre le moment où j'ai fait cette série là et maintenant, j'ai poursuivi sur autre chose. Où je me suis rendu compte qu'en fait, il y a ce tabou, je reviens dessus, sur aussi la grossesse, sur la non-grossesse aussi, sur le désir d'enfant et sur les stigmates en fait qui restent sur le corps. Donc j'ai pas, pour l'instant, je n'ai fait qu'un débat dessus qui m'a permis de planter une petite graine. Mais c'est vrai que mon questionnement, il est sur ça, il est sur on est une île, nous sommes plusieurs îles où on voit de l'extérieur qu'on est à l'aise avec son corps, les gens sont très souvent dénudés, en tout cas à l'aise, il fait chaud, etc. Mais en fait, la réalité, c'est que certains corps ne sont pas représentés, certains corps ne sont pas mis en valeur. Si on a eu un enfant, notre corps tout de suite change on change de cadre, hein, on n'a plus le droit d'être femme, on n'est que maman. Inversement, si on n'a pas eu d'enfant, comment ça on veut pas être maman? Donc il y a là je suis sur ça. Je suis sur ça, mais toujours via le corps parce que je ne l'explique pas, c'est vrai, je trouve le corps beau, je trouve la peau, je sais pas. Pour l'instant, j'ai pas encore identifié le pourquoi, mais c'est vrai que le corps en général et le mouvement, enfin si j'ai mis le doigt dessus, le mouvement, la danse, voilà. Mais à l'image, en tout cas, la peau noire, oui, c'est clair que noir ou autre. Tu disais que le retour des femmes que t'avais photographié, t'avait conforté. C'était quoi comme type de retour? Alors on en a lu un, mais c'est quel type de retour à part celui-ci? En ce moment, les prises de vue que j'ai faites, quand on regarde finalement ou quand je montre certaines séries qui ne sont pas publiées à d'autres personnes, les personnes me font ce retour, et les femmes aussi, que elles n'ont jamais vu en fait des corps mis en valeur comme ça. Et je l'ai même dit un jour à des amis, même moi, je n'ai jamais pris en photo certains corps. Donc ça fait que même moi, je dois aussi déconstruire mon regard, parce que oui, je vois ces personnes, mais il y a certains corps nus que je n'ai jamais vus parce que voilà, ma pratique en tout cas ne m'a pas encore amené. Et regarder un corps, ça, pour moi, c'est quelque chose. J'arrive pas à mettre le doigt dessus, mais prendre le temps de regarder quelqu'un, c'est écouter une partie de son histoire qu'elle ne dit pas, qu'elle dit parfois, mais qu'elle ne dit pas aussi, comment elle se tient, comment. Et le retour que j'ai eu, c'était vraiment ça, c'était, voilà, il y a une représentation,
je suis contente pour celles qui ont été prises en photo, d'être, de faire partie en fait de cette liste de corps que tu prendras sans doute en photo parce que ça manque et que moi j'aimerais voir des corps comme ça, donc je participe. Et inversement, j'ai eu aussi des femmes qui, comme je disais, très souvent quand je prends en photo, c'est pour montrer ce que je vois. Et j'ai eu ce retour de, tu as regardé mon corps comme moi je ne l'avais jamais regardé, dans le sens où je pense que certaines personnes, et je pense que je le fais aussi, on a tendance toujours à se regarder ou en tout cas à se prendre en photo de la manière qui va toujours nous mettre en valeur. Et là, j'ai mis en avant des choses qu'elle ne voulait pas voir particulièrement ou qu'elle ne voyait pas. Et là, elle n'avait pas d'autre choix que de le regarder. Mais de le regarder avec mon œil, avec ma patte, etc. Donc, tu es dans cet entre-deux où tu te dis, waouh, ok, il faut que j'ouvre les yeux, il faut que je regarde. Et en même temps, waouh, c'est beau aussi, en fait. C'est différent de ce que je veux montrer ou de ce que je vois, mais c'est ça. Et c'est là où vraiment je veux me positionner, que j'essaie de déconstruire aussi avec moi, hein, parce que on a beau dire, voilà, je suis photographe, mais je peux pas demander ça et pas moi me l'appliquer. Mais on se rend compte en fait que, on parlait de théâtre tout à l'heure, mais c'est aussi ça, c'est aussi une mise en scène dans laquelle on se conforte tellement qu'on oublie en fait la normalité et qu'on oublie ces fameux petits points qu'on essaie d'effacer et qu'on consciemment ou inconsciemment qu'on efface à chaque fois en fait. Tu parles de représentation, ça a l'air presque évident entre toi et moi. Enfin, en tout cas, moi, ça me paraît évident, ça te paraît évident aujourd'hui. Moi, ça l'a pas toujours été. Parce que le fait que représenter des Noirs, c'était important, c'est assez récent chez moi. Je pense qu'il y a un avant et un après Black Panther. Le film où je me dis ok, en fait ouais, je conscientise que je n'avais pas de représentation, alors qu'avant je me rendais pas compte que j'avais pas de représentation. Ça a eu des impacts dans ma vie, notamment le fait que une des raisons pour laquelle pendant longtemps je me suis pas trouvé beau, c'est parce qu'en fait je trouvais pas les Noirs beaux, parce que tous les gens beaux qu'on a montré, les princes charmants, c'est toujours des gens blancs. T'as parlé d'Amérique, du fait qu'il y a beaucoup de modèles qui sont noirs mais afro-américains, parce que je pense qu'ils sont un peu plus avancés là-dessus. Toi, comment t'as découvert ce sujet? C'était évident pour toi dès le début, ou il y a un déclic où tu te dis oui, en fait c'est important qu'on se représente? Bonne question. Alors j'ai pas en tête, parce que effectivement ce que tu as dit sur la beauté, je me le suis beaucoup dit sur les cheveux, et c'est un moment peut-être vraiment adulte que je me suis dit, mais en fait j'ai toujours dessiné des petites filles avec de super longs cheveux. Là maintenant, voilà, j'ai des locks et je me dis, en fait, jamais je me suis dit, mais tu peux avoir des longs cheveux, mais avec tes cheveux, si tu veux avoir des cheveux qui t'arrivent jusqu'en bas du dos, autre que des rajouts, tu peux le faire, mais c'est juste que je n'avais jamais vu, puisque qu'est-ce qu'on regardait à la télé? C'était Amon Gouari Beauté. Enfin, c'était des représentations blanches. Je peux dire pire que ça. Avant le mouvement Nappy, c'est-à-dire avant que les gens commencent à reprendre du cheveu naturel, qui a dû avoir lieu en Guadeloupe, en tout cas, les amis autour de moi, je dirais vers 2016, 2017, entre 2015 et 2018, quoi. Avant ça, je ne savais même pas que les cheveux défrisés n'étaient pas naturels. Qu'un noir peut pas avoir des cheveux naturellement défrisés, puisqu'il y a tellement de gens qui étaient défrisés en Guadeloupe, je pensais que c'était leurs cheveux naturels, en fait. Tu voyais, mais oui. Mais du coup, alors j'ai pas en tête de déclic particulier. Ça ne me marque pas en soi. Par contre, c'est vrai que là, tu parlais de cheveux. Je sais que très vite, ma mère, tu parlais du mouvement Nappy, par exemple. J'étais en prépa, j'avais mon afro. J'avais déjà cette histoire de routine, et on est dans les années 2005-2006. Et je faisais mes crèmes. Aromazone était à ses débuts, donc j'achetais, on mixait des trucs, et après ça a pris son ampleur. Mais c'est vrai que alors la représentation a été parlante pour moi en termes de réussite, plus qu'en termes de représentation en termes de peau ou autre, parce que au moment où je passais le bac pro, la
la chef d'établissement que j'ai eue quand j'étais donc enseignante en mathématiques, enfin où j'étais en mathématiques, a totalement soutenu mon projet parce qu'il fallait que je parte pendant l'année scolaire pour passer les épreuves, et elle m'a dit allez-y, au contraire, je vous soutiens. Et c'était une femme, enfin c'est une femme, elle est plus dans l'établissement, mais tellement waouh, c'est une superwoman. Je la voyais, mais j'étais vraiment impressionnée par tout ce qu'elle avait déjà fait, et elle n'avait pas été que chef d'établissement, elle avait déjà fait des choses. Je me suis dit mais en fait rien n'était impossible en fait. Et c'est ça, par contre, là, j'ai eu ces deux, j'ai fait ce bilan-là un jour, je me suis dit, quelles sont ces femmes qui te marquent? Il y a elle, et il y a une amie danseuse, avec qui j'ai appris à danser du modern jazz, Aïssa, qui, alors je considère que en modern jazz, je suis nulle, souplesse, tout ça et tout, mais qui t'apprenait, à donner de toi plus que de rentrer dans cette case de la danse veut que tu fasses tel ou tel pas. Et quand je suivais ses cours, je me disais mais waouh, tu sors de là, mais tu es la meilleure danseuse du monde, parce qu'en fait elle t'a hypé pendant tout le truc, c'est génial. Ou inversement, si elle te dit non, ça va pas, c'est parce que t'as pas donné l'énergie. Elle n'est pas sur ton pas qui est incorrect ou autre. Elle te parle d'abord d'énergie. Et c'est d'ailleurs une de mes têtes de série en photo. Mais vraiment, ce sont deux personnes, je considère, en termes de représentation, à la fois dans l'image d'un poste à haute responsabilité, parce que mon chef d'établissement, elle allait frapper aux portes du rectorat dès qu'on avait besoin d'un truc. Elle mettait l'art en pole position dans l'établissement, etc. Et qui ne se démontait pas, mais vraiment. Et Aïssa qui a un caractère tout à fait différent, mais qui ressent énormément et qui transmet. Et je me suis dit, voilà, j'ai eu besoin de ces représentations-là à deux moments de ma vie, et je me suis dit, ok, ça existe. Toi aussi, tu vas poursuivre en fait sur ta carrière. Tu vas poursuivre aussi en étant à la fois photographe et prof de mathématiques, parce que la question s'est posée à plusieurs moments. Et tu vas faire ton travail en fait. Tu te poses dans les deux domaines. La question prof de maths, t'as dit la question s'est posée, tu te la poses plus? Non, parce que je me dis, je continue jusqu'à ce que ça soit évident que je fasse autre chose en fait. Et là, pour l'instant, j'aime être enseignante et j'aime être photographe. Effectivement, là, je suis à une période où mon activité en tant que photographe prend de la place. Et que jusqu'à maintenant, j'ai un établissement qui est très conciliant, et je fais aussi ce qu'il faut pour que ça soit le cas, hein, disons-le. Et du coup, je peux en tout cas travailler. Il y a une période où je devais tous mes après-midi faire des interventions en tant que photographe dans des établissements scolaires. Et à partir du moment où j'ai pu prévenir, ils ont été assez compréhensifs, et voilà. Ah, on t'a fait des interventions en photographe, donc t'as profité de tes contacts dans l'éducation. Même pas, on m'a contacté en tant que photographe. Et c'est après qu'ils ont su que j'étais, parce que j'en parle pas en fait. Là, j'en parle beaucoup dans ce podcast, mais je dis souvent que j'ai une seconde activité et je dis pas quoi. Mais je suis là, c'était sur le tas en fait. Ils m'ont dit en fait tu es enseignante, et ça a été une très belle expérience aussi, parce que j'ai eu un contact avec les élèves totalement différent de celui que j'ai habituellement. Et j'ai eu des élèves de l'école élémentaire jusqu'à la terminale spécialité art. Donc vraiment, vraiment réadapter ton propos à chaque fois en fonction du public. Et c'était un challenge, mais vraiment impressionnant. Et toujours en général, presque les mêmes sujets en fait. J'arrivais avec certaines œuvres que j'avais déjà d'imprimées, et on en parlait, on poursuivait en fait. Donc parler à des élémentaires de ton œuvre, ça sera pas pareil que les spécialités art qui sont sur la création de projets, etc. Donc au niveau du parallèle enseignant photographe, non, pour l'instant la question ne se pose pas, et pour l'instant je ne me projette pas non plus sur ne faire que l'activité de photographe, parce que disons-le, être artiste en particulier en plus en ce moment, c'est compliqué. Et jusque-là, je suis contente, parce qu'on ne le dit pas non plus, mais la vie d'artiste ne paie pas.
Donc, c'est ma seconde activité, enfin ma première activité qui fait que la seconde vie. Faire des expositions, on ne vous paie pas pour faire des impressions. Vos impressions, si vous voulez de la qualité, ça monte vite. S'il faut parler de chiffres, mes impressions à l'unité, elles sont à 150 €. Ah oui. Encadrées comme je veux, etc. Donc, si tu as une série de 3 photos, on fait le calcul. Si tu as une série de 5 photos, voilà. Et au-delà de ça, je discutais de ça avec une artiste il y a pas longtemps. Pour retoucher des photos, il faut un ordinateur conséquent. Avant, j'étais assise sur une chaise quelconque. J'ai dû acheter une chaise de bureau parce qu'on commence à avoir mal au dos, etc., etc. Je considère que j'investis vraiment dans cette activité et que ce n'est que maintenant que je participe à des expositions où d'office, on te dit, et c'est ça en fait, c'est là où je considère que le statut d'artiste est officiel dans le monde de l'art, c'est quand on commence à t'inviter dans des expositions où tes œuvres sont imprimées. Toi, tu n'as qu'à envoyer par mail et on te fait ton impression. Tu es payé. Il y a une loi qui est sortie cette année sur le montant minimum à payer les artistes. Donc, ça veut dire aussi que si tu n'es pas payé, tu peux faire un recours parce qu'il y a une loi qui est sortie à ce sujet. C'est quoi il y a un montant minimum. C'est quoi le montant minimum alors, c'est 200 €. C'est 200 € si c'est une exposition collective et j'ai plus le prix si c'est une exposition solo. Voilà. Et en fait, ça aussi, c'est là où je sais que je suis qu'à mes débuts parce que pour l'instant, on ne parle pas aussi du fait que beaucoup d'artistes qui percent ou qui sont déjà à un certain stade, pas tous, ont un agent. Et c'est l'agent qui va s'occuper de vendre l'artiste. Quand tu n'as pas d'agent, c'est à toi de te vendre. C'est à toi de démarcher, c'est à toi de créer ton dossier d'artiste, c'est à toi de créer la plaquette qui va vendre telle série. Tes impôts, personne ne va les faire pour toi. Ne vont les déclarer. Ton comptable. Il faut aussi. Enfin voilà. Très souvent les gens pensent que la vie d'artiste c'est la vie d'avocat. Non, en fait, parce qu'à partir du moment où tu te déclares. Et très souvent, il faut le faire si tu veux participer à des expositions qui sont régies par la direction des arts et de la culture, qui vont te permettre de voyager. Première chose qu'on te demande, quel est votre numéro de tirette ? En avez-vous un ? Tu peux passer, alors je ne veux pas dire de bêtises, mais tu peux aussi passer par une association. Mais malgré tout, il y a un cadre à avoir. Et disons-le, l'image qu'on a de l'artiste et les faits ne correspondent pas parce que l'artiste est censé être celui qui est libre, torturé peut-être par son ego ou que sais-je, mais non, on n'est pas libre. Enfin, en tout cas, dans cet aspect administratif, on est obligé de rentrer dans des cases si on veut pouvoir exporter son travail. Ou alors, on s'est fait repérer par un agent et qui gère tout et on est libre de son côté. Voilà. Et encore une fois, je ne fais qu'exprimer mon expérience au contact d'autres artistes que j'ai vu fonctionner et mon expérience de mes débuts, en fait, vraiment. Et je considère que ça date de 2 ans. Et même parmi les gens qui percent, tout le monde ne monétise pas bien. Parce qu'en fait, monétiser, c'est un art, c'est un métier. Je regardais les interviews de Yung Chang, qui est un artiste qui a fait 8 années de prison parce qu'il a été dans des espèces d'histoires très sombres, où il racontait que il était très... Alors Yung Chang, pour les gens qui nous écoutent et qui ne connaissent pas, c'est un artiste qui était ultra connu, je veux dire dans le top 3 des artistes guadeloupéens que les gens connaissaient. Il y avait en tout cas dans sa discipline, il y avait Yung Chang, et il disait qu'en fait il gagnait pas tant d'argent que ça, et c'est ce qui a fait qu'il est resté dans des affaires un peu sombres, c'est que il ne savait pas comment monétiser. Et je me suis dit, c'est ouf qu'un mec que tout le monde connaissait n'ait pas réussi à monétiser. Et après, tu dis que tu vois les étapes avancer en fonction de ce que le circuit te propose. Tu penses pas aussi à sortir du circuit, à vendre ton art directement sans passer par une galerie, sans passer par une expo? Alors, en fait, c'est même pas tant mon premier objectif quand j'ai commencé la photo. Je me suis dit, je veux que la photo me fasse voyager. D'accord. C'est ça. Et du fait d'avoir cette activité en tant qu'enseignante, ça fait que pour l'instant, la monétisation n'est pas l'objectif, n'était pas l'objectif principal. Sauf que, comme je disais, au fur et à mesure où tu investis, en fait, et surtout en tant que photographe, où les choses vont vite, où tu commences à avoir certains besoins, tu veux faire certains tests
Et bah, tu veux pas non plus que tes deux activités, enfin, qu'une vampirise l'autre non plus, financièrement. Donc, il faut quand même que la deuxième activité soit autonome. Et c'est là aussi où je mets le doigt sur ça. Et j'avoue que ce n'est pas forcément... je suis en train de travailler dessus. J'avoue que c'était pas... Par exemple, en termes d'œuvres, je n'ai jamais encore vendu d'œuvres. J'ai eu beaucoup de propositions, les gens aiment beaucoup mon travail. En ce moment, le travail que je propose est de plus en plus engagé et aussi pas forcément, on va dire, esthétique sous les normes mainstream, du quoi. beau. Voilà. Et du coup, je sais que ça peut plaire, mais pas forcément au public que je côtoie, en fait. Donc, pour l'instant, je suis sur ma création, ma créativité et alimenter cette partie-là. Et après, on verra, comme je disais, bon, Covid, le voyage, c'est un peu compliqué. Mais c'était vraiment ça mes premiers objectifs. Je voulais rencontrer d'autres artistes, je voulais rencontrer d'autres photographes d'abord. C'est ça et que mon art se fasse connaître par ce biais. Mais j'admets que le fait d'être enseignante à côté, je me suis pas questionnée sur oui, je veux gagner de l'argent, c'est... Bah en fait, l'enseignement, c'est une forme de financement. T'étais ta propre mécène et du coup, t'étais financé. Tu dis que t'as jamais vendu, mais t'essayes de vendre. Qu'est-ce qui fait que t'as du mal à vendre aujourd'hui? Je pense que c'est que je ne me positionne pas en tant que vendeuse. Je sais que sur le site internet, il n'y a pas de prix d'affiché, mais c'est vrai que je vise certes les galeries, les éventuels acheteurs, mais jusqu'à maintenant, j'ai jamais... Je pense qu'il faut que je prenne le temps de réfléchir sur le fait d'afficher ou pas les tarifs. Après, en exposition, ils y sont. Mais pour l'instant, je vois vraiment le site internet comme une vitrine. Et je me dis que voilà, si les personnes sont invitées, ce qui est peut-être faux, parce que j'ai déjà eu ce retour qu'on pense que je ne vends pas. Ah, moi, je pensais que tu vendais pas. Voilà. Mais en fait, je pensais que tu vendais pas. Mais plus sérieusement, je dois réfléchir à beaucoup de trucs en ce moment. Du coup, j'ai pas encore pris ce temps-là d'estimer. Et le site internet, en plus, voilà, il y a certaines séries qui seraient en vente ou pas. Donc, ma webmaster m'a déjà posé la question. Elle m'a dit une partie vente, peut-être. Mais j'avoue que je suis partagée entre le rapport à l'argent, à se dire, OK, je vends, j'ai mis le prix, je vaux ça. J'ai pas encore débloqué ce truc. Et puis, il faut pas se brusquer. Tu sais, moi, j'ai mis du temps avant de monétiser. En fait, alors, à la fois, j'ai une partie de moi qui regrette un peu d'avoir monétisé si tard. Parce que je me dis, en fait, quand je vois la facilité avec laquelle les gens peuvent acheter mon travail, alors que je me suis mis la pression il y a 6 ans et je ne vendais rien, et parce que j'avais des mails un peu énervés de gens, bref, je raconte pas ma life, mais tout ça pour dire que je m'étais mis une pression, et le plus dur a été de vendre 1 euro. Après, le reste, ça va. De passer de 0 à 1 euro, c'est hyper compliqué. Passer de 1 euro à 1000 euros, de 1000 à 10 000, alors j'exagère, tu vois, évidemment, je peux pas de oui, je vois ce que tu veux dire. Mais 0 à 1, c'est très dur. Dans ce cas-là, je pense vraiment que c'est ce rapport à, bizarrement, on va me dire qu'on achète mon œuvre qui est exposée. J'aurais aucun souci. Mais le positionnement, comme tu dis, hein, que mon site internet, OK, petit bouton, acheter, bizarre, hein. Mais je sais que c'est quelque chose sur lequel je dois prendre. Mais c'est aussi parce que dans la galerie, tu te dis que de toute façon, t'as pas l'impression. Parce que pourquoi on a peur de vendre? C'est qu'on a peur d'escroquer les gens. Moi, c'est ça. Je me dis, mais pourquoi les gens paieraient ce truc? Et au moins dans la galerie, tu te dis, oui. Tu vois, dans la galerie, il y a quelqu'un. Donc. Il y a quelqu'un qui a checké. Donc, si je mets un prix, il n'y a pas que le client ou la cliente qui peut-être se fait arnaquer. Il y a un tiers de confiance qui a pu checker et on peut dire, OK, ça vaut. C'est ça, mais c'est ça, vraiment. Je pense que c'est ça. C'est la légitimité. Je suis dans une galerie, achetez. Là, c'est, vous avez vu mon site internet, de toutes les façons. Ça... Ouais, c'est vrai. Mais comme je disais, c'est quelque chose qui est déjà revenu plusieurs fois. Là, je crois qu'avec toi, ça doit être la 3e fois que ça revient dans des discussions différentes. Et je me dis, bon, va falloir arrêter là. Va falloir mettre ça en place. Et sachant que, comme on disait aussi, les œuvres tout bêtes,
tu dépenses en fait pour imprimer. Et par exemple, ce sont des œuvres que j'ai là. Et les photographes n'ont pas des zones de stockage à l'infini. Voilà. Donc ça aussi, on n'en parle pas. Entre le matériel, certes, studio, tout ce que tu veux, mais les œuvres que tu as imprimées, tes premières œuvres, etc., elles sont là, tu les jettes pas. Même des œuvres qui ont été mal imprimées, je les garde parce que je considère que c'est mon travail et que le jeter, ça a une symbolique. Et tu voudrais pas essayer de les donner à des gens et de leur dire, tu me donnes le prix que tu veux? Des gens autour de toi, tu vois, des gens dans l'entourage. Oui, alors je crois que j'ai pensé à ça. Mais il y a un truc qui coince. Mais je note l'idée, mais je crois avoir pensé à ça. Soit donner tout court, mais j'ai pas pensé à la deuxième partie, donner le prix. Je me suis dit, ouais, je vais donner tout. Mais je me dis, c'est soit tu avais l'intention initiale de donner à la personne une œuvre, ce que j'ai déjà eu, tu offres en fait. Mais te dire, c'est comme si tu te disais, bon, allez, tu brades. Non, pas il y a un rapport. Juste une vente au chapeau. Voilà, c'est un truc que j'aime beaucoup comme concept. Alors que c'est aussi influencé par le fait que je vais beaucoup au Paname, parce qu'il y a une salle à Paris où c'est comme ça, c'est un chapeau. J'ai eu beaucoup de gens autour de moi qui fonctionnent comme ça, et du coup, je suis influencé. Juste, tu dis à la personne, c'est pas gratuit, mais c'est le prix que tu veux. Si c'est 1 euro, c'est 1 euro. Si c'est 100 euros, c'est 100 euros. Et la personne s'auto-positionne. Ouais. Ça serait à tester. Je note. Mais ça, ce serait à tester aussi, je pense, pour les séances photo. Pour voir à quel point les gens n'estiment pas le temps. Enfin, ils estiment le temps que tu prends au moment où tu prends la photo et au nombre de photos que tu fais. Que tu rends, pardon. Mais pas tout ce qu'il y a derrière, en fait. Ah, mais quoi qu'il arrive, si tu fais un chapeau, les gens vont sous-payer. Typiquement, je faisais des conférences que je faisais payer à 25 euros normalement. Quand j'ai dit aux gens, fixez le prix, ils l'ont fixé en moyenne à 7 euros. Donc c'est normal que les gens sous-payent. Mais j'aimais bien cette démarche, parce qu'en fait, je mettais une partie. En fait, ce que je faisais, c'est que je mettais une partie des places en chapeau libre. Les premiers arrivés pouvaient le mettre le prix qu'il valait, et le reste, c'était 25 euros. Et ce qui est cool avec ce truc-là, c'est que les gens font forcément sous-payer, parce qu'ils sont pas cons, ils savent que ils placent le prix, donc ils vont... Mais tu avais ta salle. Mais pour toi, si t'as le syndrome de l'imposteur, de j'ai pas envie d'arnaquer les gens, t'as plus la pression. La personne, elle a mis son prix, t'as plus la pression. Et donc, c'est un premier pas pour après mettre tes prix et les assumer. Ouais, je vois. Je note. Tu vois, ça permet de libérer vraiment. Moi, je pense que c'est un truc qui permet de me libérer psychologiquement du truc. Ok, les gens, faire le pas encore une fois, de 0 à 1. T'as vu que les gens, même s'ils ont mis un prix un peu moins élevé que ce qu'ils auraient dû, au moins, ils ont mis un prix. Ouais, je vois. Je note ça. Ça va faire son petit chemin. Sans aucun rapport, j'ai vu que tu photographiais le carnaval. Pourquoi t'es autant passionné par le carnaval? Alors, c'est la transition du Roca au carnaval qui s'est faite. Mon retour, donc j'ai arrêté de danser, mais j'ai commencé le carnaval. Je suis entrée dans le groupe emblématique de Mass Akio. Il faut savoir que c'est un groupe, donc on a plusieurs types de percussions durant le carnaval, et donc ce sont des groupes à peau. Tu peux expliquer le carnaval, ce que c'est? Parce que je te le dis, ici le carnaval, on n'imagine pas du tout un carnaval comme en Guadeloupe. Alors, le carnaval est un événement festif qui a lieu du premier dimanche du mois de janvier jusqu'au mercredi décembre, donc suivant le calendrier chrétien. Et en fait, en général, ça dépend des années. Ça peut être fin février, mi-mars. Et chaque dimanche, les groupes de carnaval. Donc, on a des groupes de carnaval à caisse claire, donc avec plumes, percussions type batterie. Alors, juste le rond de la batterie, trompette et donc plumes, talons, etc. Donc, la journée. On a les timas, donc des petits... en général, ce sont les jeunes qui ont des masques de gorille et qui ont des vêtements un peu en satin et avec des demi-bidons en métal et qui tapent dessus. Donc, c'est une sonorité différente. On a les masses à vieux fort. Alors, si je vais faire la liste là, bon, on a plusieurs. Et en fait, le dimanche soir, très souvent, dans Pointe-à-Pitre ou Basse-Terre, les groupes à peau qui, eux, sont sur des percussions type, comme les percussions africaines, comme le gros-ca, donc avec des peaux de cabri ou pas d'ailleurs, hein, et qui défilent. Et très souvent, le point de départ des groupes à peau,
Donc c'était une transition entre un ancien type de défilé et le Mas Saint-Jean. Et ensuite, ça s'est transformé avec le groupe Akio en quelque chose de plus revendicatif, à une période où c'était compliqué avec le préfet de l'époque. Et depuis, plusieurs groupes ont été créés et il y a vraiment ce lien avec la relation avec l'Afrique. Donc il y aura des hommages à des tribus africaines, il y aura des messages dans les tenues, principalement. Et en fait, on défile à une allure rapide pour Akio, disons-le. Avec Akio, on fait du 15 km. Mais dans les autres groupes, voilà. Et il y a donc il y a des conques à lambi, il y a donc le lambi qui est un petit coquillage et on souffle dedans. Et les gens marchent, on défile vraiment. Alors l'idée, je trouve que ça y ressemble beaucoup quand on défile, quand on fait des manifestations pour contre Macron ou que sais-je. C'est cette image-là, en fait. C'est une très bonne image. C'est bien que tu le dises parce que maintenant tu dis, ça paraît évident. Ça ressemble à des manifs. Et je fais le lien parce que récemment, lorsqu'il y a eu justement les manifestations par rapport au confinement, beaucoup de gens se sont dit, mais pourquoi on défile comme en France alors qu'en fait, on est aux Antilles et qu'on peut avoir nos musiciens qui nous accompagnent. Et je crois qu'en Martinique, là, pendant le carnaval, c'est ça qui a amené les gens et je me suis dit, mais en fait, c'est juste notre manière de manifester. Certes, elle est festive, mais en attendant, les gens sont sortis de chez eux, même si c'est pour s'amuser, mais il y a un message derrière. Si on disait tuons les bébés, les gens ne seraient pas en train de manifester avec ce message-là. Donc, je veux dire qu'il y a quand même, certes, la musique attire, mais le message qui était derrière aussi était mis en avant et la population dans la rue était. Donc, bref, pour dire que c'est aussi une autre manière de manifester. Et je me suis raccrochée à ça. Et ça a été ma première accroche au carnaval. J'ai toujours regardé le carnaval, j'ai jamais participé. Une fois avec Kamojaka dans un groupe, et ça a été super. J'ai commencé à revivre et je pense vraiment que c'est la transition Grouka carnaval. Et en parallèle, j'ai commencé à faire les carnavals caribéens qui eux sont plutôt comme celui du Brésil avec des plumes, avec des costumes, on défile derrière un char. Mais l'idée du carnaval, et sachant que les carnavals des autres îles de la Caraïbe ne sont pas en même temps que le nôtre. Donc, c'est pas pendant Mardi Gras, c'est vraiment des périodes, soit ça correspond pour la Jamaïque ça correspond à la période où les Trinidadiens sont arrivés. Il y a certains, c'est la fin de la récolte de la canne, je crois, pour Barbade. Donc, c'est plusieurs périodes dans l'année. J'ai commencé à voyager. J'ai fait celui de Grenade qui m'a marqué à vie parce que il ressemble énormément justement au groupe Apo de Guadeloupe. J'ai retrouvé visuellement les mêmes codes, le rapport à l'esclavage. Donc, ils ont de l'huile sur le visage, ils ont des casques avec des cornes, ils ont des chaînes. Alors, eux, l'aspect est beaucoup plus morbide puisque le carnaval s'appelle le jab jab. Le but, c'est de déranger. Le but, c'est de faire peur. Le but, c'est aussi d'exorciser, en fait, tous les démons de l'année, entre guillemets, mais certes aussi de représenter les esclaves qui reviennent d'entre les morts pour hanter, en fait, ceux qui regardent. Voilà. Il y a vraiment cette mise en scène que j'ai adorée. Sachant que eux, ils sont pas sur des percussions. Ils sont toujours derrière un char avec la musique grenadienne. Mais j'ai vibré de la même manière. Et c'est là où j'ai fait une série qui s'appelle Black Blood et que j'ai voulu d'ailleurs continuer à faire les autres carnavals pour faire ce lien-là. Parce que je me suis rendu compte aussi qu'indépendamment des défilés à plumes, qu'il y avait aussi toujours dans un petit coin, on les voit soit en début de carnaval ou autre, d'anciens costumes qui ressemblent beaucoup par exemple en Guadeloupe au Massa Vieillefort qui est un bonhomme habillé totalement en madras et qui a le visage masqué. Et j'ai vu ça dans au moins 2 îles. Et c'était aussi mon intérêt de visiter et de voir ces carnavals-là. Mais celui de Guadeloupe, j'ai fait celui de Martinique aussi, qui est encore un autre point de vue, une autre manière de vivre le carnaval. Nous, on a tendance à avoir les groupes qui défilent et les gens sur les côtés qui regardent. En Martinique, tout le monde participe et tout le monde est déguisé. Il y a vraiment un sens de l'autodérision. Il y a vraiment les gens sont totalement mélangés. Il y a aussi une critique du pouvoir politique en place.
on sent, j'apprécie aussi le fait d'analyser via le carnaval le positionnement de chaque île par rapport au pouvoir en place aussi et par rapport à son rapport à l'autre aussi. Parce que en Martinique, je verrai jamais des tant de Guadeloupéens se déguiser et mettre un tutu, un string, des collants en barésie, un parapluie en main et qui va derrière. Non, on a vraiment des positionnements différents. À travers tous ces carnavals dans différentes îles, est-ce que ça t'a fait ressentir une identité caribéenne? Parce que clairement, on a la tendance à pas faire le lien entre les autres Caraïbes parce qu'on a un statut particulier. La Guadeloupe, Martinique, c'est peut-être les seules. Ah oui, nous sommes les Français. Seules îles, voilà, les seules îles qui appartiennent encore à leur métropole d'origine, qui sont encore un territoire de métropole d'origine. Peut-être qu'il y en a une ou deux autres comme ça, mais la plupart de la Jamaïque, Haïti, voilà, la plupart sont indépendantes. Est-ce que tu as ressenti un truc de communauté? Mais clairement, alors moi je l'ai ressenti parce que je suis une grande gourmande. Je l'ai ressenti à la fois au carnaval, mais l'alimentation, la nourriture, et puis le fait d'échanger. Et ça m'a même donné une claque parce que je me suis dit, mais purée, on est tellement français. On est français, mais à un point, on est caribéen. J'ai vu les récurrences. Ça, c'est mon plaisir de vraiment de goûter tout. Mais inversement, l'air de rien, quand j'étais à Antigua, donc Antigua, c'est une île au nord de la Guadeloupe qui est à 1 heure en avion. Je suis même surprise que personne ne va à Antigua en fait parmi les Guadeloupéens alors que c'est tout près. Mais je discutais avec un propriétaire qui était italien et qui me dit moi je fais souvent l'aller-retour pour acheter mon fromage. Je me suis dit mais c'est vrai en fait dans les îles de la Caraïbe. Il va en Guadeloupe acheter des fromages. Oui, acheter son fromage, acheter son vin. Et je me suis dit, mais en fait, on est français parce que on a, même si c'est pas dans tous les repas, mais on a cette culture du fromage, on a cette culture du vin, du champagne. Quand j'ai été aussi dans les autres îles, je me suis dit à quel point on est européen aussi parce que nos routes sont nickel. Et c'est là où je me suis dit, mais certes, j'arrive en tant que caribéenne, mais il faut que je conscientise que j'arrive aussi en tant que riche. Donc, je vais toujours être vue comme une touriste d'abord. Et après, oui, la sœur de l'île d'à côté, mais je suis une touriste, je suis riche. C'est moi qui vais ramener de l'argent à l'économie, en fait. Donc, ça aussi, ça a été quelque chose qui m'a marqué. Et de voir aussi, de retrouver un peu dans certaines petites communes, les vies d'antan. C'est-à-dire que notre attache à la France fait qu'on au niveau des infrastructures, au niveau je sais pas, j'étais à la Dominique et il y a encore des petites épiceries qui ont des balances à l'ancienne où tu pèses la quantité de sucre, etc. Et je sais que ce sont mes parents qui m'ont raconté ça. Donc, j'ai hâte qu'on puisse encore à nouveau voyager pour retourner parce que ça t'apprend à être humble. Et à être humble et pas dans le sens mais pourquoi les Anglais, les Caribéens anglais ne cherchent pas plus. Mais en fait, on est tellement différents. On a ce lien, mais il faut qu'on construise ce lien. Les French Soca Lovers, donc la soca qui est une musique de Barbade, Trinidad, et qui est jouée pendant le carnaval, on fait ce lien. Donc maintenant, quand on est dans des carnavals, on dit Guadeloupe-Martinique, mais c'était pas le cas il y a 5-6 ans. La Guadeloupe et la Martinique ne faisaient pas partie de la liste. Et souvent, les artistes font la liste. Ils disent, oui, est-ce qu'il y a des Haïtiens? Ouais. Est-ce qu'il y a des Jamaïcains? Ouais. Et maintenant, ils mettent Guadeloupe et Martinique. Maintenant, il y a eu Kassav qui a chanté avec un artiste et ils ont samplé, je crois, une de leurs chansons. Donc, je me dis qu'il faut pas que ça soit que par le carnaval. Là, par exemple, il y a Saint-Vincent où il y a eu une éruption. Oui, montrons notre solidarité à ce moment-là. Montrons que oui, la Guadeloupe et la Martinique existent, et la Guyane existent pour vous aider, même si on n'est pas alors je connais pas les sigles pour les associations d'îles dans la Caraïbe, mais même si on n'y est pas, on peut vous aider. Donc, pareil, j'essaie toujours de garder des contacts avec des personnes que je croise aussi, parce que je me dis, mais c'est du contact humain et par extension, en tant qu'artiste aussi, j'aimerais pouvoir, les premières fois j'y vais en mode, je vais participer au carnaval, et je me dis, si j'y retourne, j'y vais en tant qu'artiste, je suis photographe, je veux rencontrer des photographes, je veux rencontrer des plasticiens, je veux échanger en fait.
C'est dur à comprendre de l'extérieur, je pense, l'identité qu'on veut partager. Je me rappelle, moi, je me suis rendu compte à quel point c'était dur quand Mélenchon a proposé que la Guadeloupe et la Martinique rejoignent. Alors pareil que toi, j'ai oublié le nom. Comme il y a l'Union européenne, l'ALENA, etc., t'as une union d'îles de la Caraïbe, etc. J'ai oublié comment elle s'appelle. Il a proposé de la rejoindre et dedans, il y a le Venezuela, en fait. Donc il y a les îles, mais les gens avaient fait un scandale ici en disant « Ah là là, il veut nous faire rejoindre un truc avec le Venezuela ». Et je leur disais « Mais en fait, c'est cool, parce qu'en fait, il y a une vraie identité qu'on partage dans cet espace Mais caribéen. » d'autant plus que, alors je suis pas sûre, je crois que c'est, je pense pas que c'est le Venezuela, mais qui a une des îles de l'Amérique un des pays de l'Amérique du Nord où il y a eu des Antillais français qui à une période ont été explantés là. C'est Laurence Makiaba qui en avait parlé à un moment parce qu'elle avait fait une conférence et qu'en fait, ce lien-là, il existe et ça ne tient qu'à nous de le raviver parce que sinon, les générations vont se poursuivre, d'autres personnes vont décéder et on oubliera en fait qu'à un moment, il y a eu des Antillais français sur ces îles-là. Par exemple, moi, j'aimerais retourner à... J'y étais jeune à Trinidad parce qu'il y avait, quand j'étais du coup avec Amojaka, on avait fait ce voyage, mon groupe de danse, un petit village où on parlait créole. Et je ne sais pas s'il existe toujours. Et ce créole-là... Créole des francophones. Alors, c'est un créole francophone, à base francophone, oui. Et il y a un reportage d'ailleurs que j'ai vu aussi, je crois que sur France Télévisions, qui en parle parce qu'il y avait aussi le carnaval. Et je me dis, mais on se rend pas compte à quel point si nous on fait pas ce lien-là, ce sont encore les personnes de l'âge de nos parents qui le parlent, mais les ados ne le parlent peut-être pas. En tout cas, l'entendre comme nous, on ne parle pas notre créole forcément, etc. Et quand ces personnes-là vont décéder, on oubliera en fait qu'il y a eu un moment où Trinidad a été colonisée, Grenade a été colonisée. Et j'ai appris il y a pas longtemps que certaines personnes, peut-être dans des coins reculés, peut-être parlent des créoles. Donc j'aimerais y retourner. Mais les villes à Grenade, elles ont toutes des noms français, par exemple. Donc c'est à nous de trouver ces moyens de faire ces liens. Et en tout cas, moi, je sais que par le carnaval, mais aussi par la photo, quand on pourra voyager à nouveau, j'aimerais poursuivre. Super. On arrive à la fin de notre discussion. Avant de finir, si jamais tu devais tout recommencer, enfin pas tout recommencer, mais tu revenais à 18 ans, à la Anaïs de cette époque, tu lui dirais quoi ? Je lui dirais de suivre son intuition. Vraiment. De suivre son intuition. Alors, je pense pas que ça voudrait dire de ne pas refaire les choses de la même manière, du coup, parce que je pense que pour la majeure partie, j'ai suivi mon intuition. À des moments T, j'ai choisi des orientations, en tout cas professionnelles. Mais voilà, c'est en tout cas ce que je fais maintenant. Je suis davantage mon intuition et de suivre le fil. J'ai trouvé ça il y a pas longtemps, suivre le fil de l'art en fait. C'est là où tu pourras t'exprimer. Suis. Là en ce moment c'est la photo, avant c'était la danse, après ce sera peut-être autre chose, du théâtre ou que sais-je. De ne pas se dire qu'on est fait, ça c'est bateau, hein, qu'on est fait pour rester dans une case, mais aussi c'est pas parce que j'ai fait de la danse pendant X années que je vais continuer à le faire tout de suite ou non, là c'est la photo, peut-être qu'après dans 10 ans ce sera autre chose. Donc il y a ce truc, cette envie de s'exprimer de différentes manières, donc de suivre ce fil-là en suivant son intuition, voilà. Super. Si les gens doivent te retrouver, retrouver ton travail, ils le font où ? Alors, sur mon site internet, anaiscolors.com, mon pseudo d'artiste, c'est Anaïs C, ou Anaïs Colors. À un moment aussi, pareil, j'avais ces deux titres-là, et j'ai dit, bon, ok, on va garder les deux, ça me va. Et donc, sur Facebook, Anaïs C, donc il y a plusieurs photographes, mais du coup, en tapant Anaïs Colors, en général, ça renvoie à la bonne page. Et Instagram, Anaïs Colors. Voilà. Super. Et si vous pouvez m'envoyer un petit message, je serais très ravie de savoir que vous venez de la part du podcast. Et puis, d'avoir votre retour aussi sur ce que vous aurez écouté. Merci Anaïs. Merci à toi, Nicolas.
Merci d'avoir écouté cet épisode. Si tu écoutes ça, c'est que l'épisode t'a tenu suffisamment en haleine ou que tu as eu la flemme d'arrêter le son parce que le bouton était trop lent. Si par un hasard extraordinaire, tu écoutes cet épisode alors que tu n'es pas abonné à l'Atelier Galita, c'est le moment de me rejoindre. Tape Atelier Galita dans Google et laisse ton email sur la page. L'Atelier Galita, c'est mon espace de création. L'idée, c'est de t'envoyer une dose d'inspiration chaque matin dans ta boîte email. Il n'y a pas de thématique particulière, mais il y a une promesse, te proposer l'inverse des actualités. C'est-à-dire que là où les actualités sont anxiogènes, éphémères, futiles, je te propose un contenu épanouissant, intemporel, utile. Tu peux évidemment aussi t'abonner sur la plateforme que tu utilises pour écouter et laisser un avis sur ce podcast. Ceci étant dit, je te dis encore merci de m'avoir écouté et à dimanche prochain, 18h, pour un autre épisode du syndrome de la page noire. D'ici là, garde la pêche et mange des poires.